Kinobro présente un podcast de cinéma des frères Chanteau. Attention, ici, on spoil comme des porcs. Bonjour, bienvenue dans Kinobro, le podcast cinéma des frères Chanteau. Je suis Sébastien. Et je suis Nicolas. Et on va parler non pas de cinéma mais de séries télé avec le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro. Alors Nico, c'est un cycle de Guillermo del Toro qu'on ouvre un petit peu parce que on enchaîne. Tout à fait, on enchaîne pas mal. Donc c'est pas un film comme tu dis. Donc là c'est plus, et d'ailleurs c'est pas lui qui réalise. Non, c'est vrai que voilà, donc c'est plusieurs. On s'est dit qu'on allait le faire parce qu'il y a plusieurs réalisateurs. Il y a une espèce de panorama du cinéma fantastique américain qui peut se dessiner à travers les participants de cette anthologie. Donc c'est un dérivé en fait des anthologies qu'il y a eu déjà dans les années 50-60. On pense notamment à la merveilleuse quatrième dimension en France, The Twilight Zone en anglais, du coup qui était une série de Rod Serling très célèbre. Il y a bien sûr aussi la série Alfred Hitchcock présente. Voilà, à chaque fois c'est des courts épisodes qui sont avec de nouveaux casts et une nouvelle histoire à chaque fois. Et donc je pense que donc Del Toro a voulu réanimer un petit peu ce courant, notamment avec des histoires d'horreur qui s'y prêtaient. Donc la série est sortie au mois d'octobre, qui est le mois associé traditionnellement à Halloween. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressé, donc, parce que je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit peu le panorama du cinéma américain fantastique. Il y a pas mal de participants qui sont de la jeune garde du cinéma fantastique américain. Et c'est une série qui se distingue déjà parce qu'elle met en avant un peu plus les réalisateurs et les réalisatrices qu'elle emploie. Chaque série là donc est présentée un petit peu à la manière d'Alfred Hitchcock présente. Donc il y a Guillermo del Toro qui apparaît, qui fait un peu l'hôte, comme Rod Serling. Il sort de l'ombre à chaque fois pour nous montrer son joli cabinet, Voilà. multiples secrets. Il sort du fond de l'obscurité, là, comme tu dis. Et du coup, il met en valeur un objet chaque fois pour présenter l'histoire et suit la présentation du réalisateur ou de la réalisatrice. Voilà. Et du coup, ça, c'est pas un geste qui me semble anodin. Je pense que dès le début, il y a l'idée quand même d'assumer des formes plurielles. C'est-à-dire qu'une série feuilletonnante va être quand même réalisée toujours sur les mêmes normes un peu esthétiques. C'est-à-dire qu'il va y avoir des codes qui vont être suivis et déclinés par les différents réalisateurs qui vont travailler sur la série. Ah, oui, aujourd'hui c'est un argument même pour attirer les gens à voir les séries. On pense par exemple à Tokyo Vice, où c'était Michael Mann qui a réalisé les premiers épisodes de cette série-là, et qui a ensuite, à chaque fois, il y a un pool de réalisateurs qui doit se fondre un petit peu dans son style pour assurer une forme de continuité qui de toute façon ne peut pas être assurée. Mais ça crée des problèmes même. Parce que même, voilà, bon, on n'a pas encore vu la série, je ne sais pas si on la regardera, mais la série de Seigneur des Anneaux là, d'Amazon Prime. Les pilotes sont réalisés par Antonio Bayona, qui est un très bon réalisateur espagnol. Et je ne suis pas certain que les autres épisodes suivent la qualité au moins de mise en scène qu'il y aurait dans ces épisodes-là, quoi. Donc c'est vrai, tu as raison. Maintenant, ils recrutent souvent pour les pilotes, les producteurs, là, ils recrutent des gros cinéastes pour avoir la signature et la marque un peu du cinéaste pour inciter les gens à aller voir la série. Mais après, voilà, c'est partie des canons aussi de la série télé. La série télé, le scénario est un peu plus valorisé que la mise en scène. Et là, c'est vrai que cette forme anthologique, en tout cas, proposée par Guillermo del Toro, permet, je pense, de retrouver un petit peu la question de la mise en scène à travers chaque épisode. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, parce que chaque épisode va avoir... non seulement il n'y a pas d'impératif de série feuilletonnante, les histoires ne doivent pas nécessairement se suivre, donc chacun est un petit peu libre, n'a pas un canon à respecter ou un univers dans lequel s'inscrire, et peut s'emparer du matériau tel qu'il le veut, et signer en fait. Et signer, là c'est vraiment l'idée de signer un peu plus l'épisode en fait. Ça m'a frappé d'ailleurs qu'ils mettent autant en avant alors sauf pour les cas des deux adaptations de Lovecraft, mais il met beaucoup en avant les réalisateurs et pas forcément les scénaristes de ces histoires courtes. C'est vrai. Alors, peut-être aussi parce qu'il a donc Del Toro, sur les 8 histoires qui sont proposées, en a écrit 2. Ouais. Enfin, en a écrit 2, a participé au synopsis, je pense, de 2. Ouais. Après, je crois que c'est les réalisateurs et réalisatrices qui étaient concernés qui ont repris Oui, qui ont fait le scénario, qui l'ont écrit, quoi. Mais en effet, oui, c'est vrai. Voilà, je pense quand même, moi, je trouve que c'est assez marquant quand même. Je sais pas, quand j'ai vu le truc, je dis ah ouais, ok. Et c'est ce qui m'a donné aussi envie de regarder cette série, ouais. Donc il y a 8 épisodes en tout. 8 épisodes en tout. Et en effet, il y a 8 réalisateurs et actrices. 3 réalisatrices 3 réalisatrices. 3 réalisatrices. Je crois 3 réalisatrices sur les 8. Bon, ce qui est
pas la moitié, mais c'est quand même notable. Ouais. Voilà, c'est quand même pas toujours dans le cinéma d'horreur. En plus qu'on a, alors c'est pas la parité, c'est naze, mais au moins il y a 3 réalisateurs et 3 réalisatrices, pardon. Et vous verrez, je pense que bon, dans les meilleurs épisodes, peut-être qu'elle se dégage un peu. Ouais. On va en discuter. Qu'est-ce qu'on peut dire avant de continuer? Si j'allais dire qu'il y avait aussi Rod Sterling qui avait fait une autre série anthologique d'horreur qui s'appelle Night Gallery. Moi, ça m'a fait penser à ça un petit peu Aussi, dans le oui, truc. c'est vrai. On peut revenir aussi juste sur les histoires de les formes anthologiques de l'horreur. Je pense que donc ça vient. C'est assez adapté à ce genre. En Ce fait. genre, ouais. Parce qu'il y a une tradition des récits autour d'un feu de camp, des petites histoires courtes plutôt, et ça se prête assez bien à la forme courte en fait, le fantastique et l'horreur. Ouais, on avait eu divers essais comme justement Masters of Horror par exemple, qui était Oui. sur le même sur le même principe. Ah, avec c'est vrai que Masters of Horror mettait déjà en avant les réalisateurs Ouais. qui étaient quand même ok quoi. Ouais, on avait John Carpenter qui avait réalisé un épisode, je crois, pour la. Il y avait eu 2 saisons, je crois. Il y a eu 2 saisons, il a Ouais. réalisé 2 épisodes, je crois, non? Ouais. Ou un, je sais plus. 2, peut-être 2, je sais plus. Il y a même dans le cinéma, il y a aussi une tradition Du film à sketch. de film à sketch, mais aussi d'horreur. On peut par exemple notamment citer Dead of Night. Au cœur de la nuit Au cœur de la d'Alberto Cavalcanti, je crois que c'est. Donc Oui. c'est un film long métrage qui est composé de plusieurs histoires courtes. Il y a Les 3 visages de la peur de Mario Bava. Il y a énormément de films de films à sketch d'horreur. C'est vraiment, ça fonctionne bien. Il y a une tradition, comme on dit. Creepshow notamment aussi, Creepshow. Bon, et puis bon, là, moi, je voulais dire l'éléphant qui cache l'original. Ouais. Ça vient en fait des fascicules EC Comics. Ça vient de la légendaire Tales from the Crypt, les contes de la crypte qui ont été adaptés par HBO dans les années 90. Donc c'est vraiment voilà, cette structure-là. Notamment, on verra, les 2 premières histoires sont très Tales from the Crypt Ouais. dans la manière dans le scénario et dans le sujet, dans le thème. Voilà, et c'était des récits qui ont fait scandale et qui ont même précipité la mise en place pour la bande dessinée du fameux code Hays, qui est un code de censure qui fait du comics code. du comics code, je dis n'importe Alors, quoi. les deux sont, j'ai confondu les deux. mais oui. les deux sont voisins au final dans le principe, mais Le lapsus, le code Hays, donc qui était le code de censure du cinéma Voilà. des années, qui a été appliqué dans les années 30, et le Comics Code of Authority, Voilà. qui est aussi suite à une polémique liée à, je crois, un psychanalyste qui avait écrit un livre qui s'appelait Seduction of the Innocent. Bertram, non, c'est pas Bertram. peut-être- Bertram. Voilà, c'est Frédéric Wertham. C'est ça. C'est ça. Il avait écrit un livre qui montrait à quel point les comics étaient dangereux pour la jeunesse, donc qui a eu pour implication on ne pouvait pas montrer de la drogue, jusqu'à en tout cas les années 70 où le code a fini par péricliter, mais il y avait donc un code de censure un peu analogue à celui qu'on avait au cinéma, quoi. Et du coup, effectivement, les récits, donc c'est EC Comics, c'était une maison d'édition qui publiait des récits d'horreur, donc les contes de la crypte notamment, et ça a précipité la mise en place de ce code. Les récits étaient en fait profondément moraux, parce que c'était vraiment des histoires de si t'es méchant, tu te fais punir. Enfin, on va en discuter, mais c'est vraiment la structure un peu classique de contes moraux, quoi. Voilà. Très moi ça me fait penser, c'est vrai que ce que tu dis sur le côté conte au conte de Perrault aussi, où t'as quand tu prends l'objet en tant que tel, donc Charles Perrault qui a un peu en France solidifié une certaine idée du conte, t'as cette idée de anthologie en fait, d'histoire avec des moralités à la fin, avec des personnages qui ont parfois des récits qui se terminent mal parce qu'ils ont mal agi. Ou voilà, le petit chaperon rouge, on te dit il faut pas écouter le loup, quoi, tu vois, il faut pas parler au loup, quoi. Un récit de moralité. Voilà, récit de moralité. Et voilà, donc en tout cas, le cabinet de curiosité poursuit cet héritage-là, ce qui me réjouit. Vous verrez, donc du coup, on va balayer les 8 épisodes qui sont inégaux, évidemment. Il y a des réussites et des films moins réussis. Les films sont assez longs, globalement. Il y a juste le deuxième, je crois, qui dure presque 40 minutes, justement, ou 38 ou 40 minutes, je sais plus. Les 2 premiers sont parmi les plus courts. Ouais, voilà. Et après, c'est dans les 1 heure à chaque fois, donc c'est presque des longs métrages. À chaque fois, même à la fin, on est à 1h06. On est sur un moyen métrage. Donc, c'est quand même assez conséquent. Donc, il y a des moyens. Il y a des moyens aussi. Ça aussi, c'est à noter. Je trouve que pour une série, vraiment, je suis assez... comment dire, je trouve que l'expérience est plutôt réussie, parce qu'il y a vraiment, pour ce type de récit, ça peut être cheap. Alors, Et là, il y a vraiment des moyens, quoi. Il y a vraiment quand même comme Del Toro fait dans ses films, c'est quelqu'un qui travaille énormément. La direction artistique, c'est-à-dire que les décors, les créatures, toute l'image, tout l'aspect, l'imagerie, en fait. Voilà. C'est très travaillé par rapport à la série lambda. C'est quelque chose en plus dans le cinéma d'horreur ou fantastique qui est très important.
hein. C'est vraiment un des attraits un peu de ce type de cinéma. C'est un cinéma qui tire un peu vers c'est un cinéma d'image en fait, hein, on l'a aussi. Et d'icône. Donc, je te propose, Sébastien, de commencer notre premier épisode, le lot 36 de Guillermo Navarro. C'est parti. Alors, on va vite fait le résumer. L'histoire donc du lot 36, c'est Nick Appleton, un homme raciste aux idées d'extrême droite. Je vous lis le résumé Wikipédia, je vous précise. Comme d'habitude. Hein, Comme d'habitude, c'est pour aller très vite. Donc, Nick Appleton, un homme raciste et aux idées d'extrême droite, a contracté des dettes. Pour tenter de les rembourser, il participe à des enchères dans des box de stockage. Il acquiert ainsi le contenu du box numéro 36. Il rencontre ensuite Amelia, immigrée mexicaine, à qui appartenait le box. Donc on précise, Guillermo Navarro, c'est un ancien chef opérateur de Guillermo del Toro de ses premiers films. Il a notamment fait la photographie de Hellboy, Hellboy Ouais. 2, le labyrinthe de Pan. Ouais. Et il a travaillé aussi comme réalisateur depuis quelque temps sur la série Hannibal. Et d'ailleurs, cette histoire a été écrite par Guillermo del Toro. Donc moi c'est un épisode, c'est pas dans les épisodes que je trouve les plus réussis, mais c'est un épisode qui se place totalement dans la logique des récits à la manière des contes de la crypte. C'est-à-dire que c'est un anti-héros en fait que nous avons comme protagoniste qui va faire face à une menace occulte et qui va être puni à la fin Oui, voilà, bon, pour aller pour des actions qu'il a faites durant l'histoire. pour aller très vite, dans son box, il y a un objet occulte qu'il tente de refourguer, qui attire l'attention d'une sorte d'antiquaire un peu occulte, et en gros, avec cet antiquaire, il se réveille une entité démoniaque qui va globalement Tuer tout le monde. tuer tout le monde, les tuer tous les deux. Il a une chance de s'en sortir, il croise en fait, il est enfermé dans son hangar où il y a le box, et c'est justement la jeune femme mexicaine à qui il a refusé de vendre le box, qui refuse de l'aider et qui fait qu'il va se faire bouffer son âme, comme le gros salaud qu'il est, quoi. Voilà. Du coup, c'est un épisode que j'ai trouvé avec des concepts très intéressants. Alors moi, j'aime bien l'idée Ouais. du lot, de récupérer, Ouais, le principe des lots 36. Donc c'est des hangars en fait qui sont récupérés par des gens, rachetés par des gens parce qu'ils sont à l'abandon. Mm. Et du coup, voilà, je trouve que c'est une bonne idée ça. Ouais. Du coup, le gars achète le fameux lot 36. J'aimais bien aussi la problématique d'explorer un personnage donc incarné par l'excellent Tim Blake Nelson, qu'on a vu beaucoup chez les frères Cohen, qui est un acteur que j'aime beaucoup en plus. Là, qui joue un redneck Voilà. pur jus, mais je pense que un redneck d'extrême droite. c'est ça, mais je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'explorer vraiment cette espèce d'Amérique des déclassés. Ouais. Et d'explorer leurs problèmes en fait, et comme tu dis, de le lier au fantastique, quoi. Ouais, et du coup, le personnage, moi j'aurais eu envie en fait justement d'explorer un petit peu sa psyché. On a quelques indices un petit peu, on voit que c'est un ancien, il a perdu de l'audition, Ouais. c'est un ancien soldat qui a ses traumas et qui s'est embrigadé dans une espèce de pensée réactionnaire. Et ça, c'est vrai que du coup je me dis, ouais, je sais pas, moi il me manque un truc pour aller au bout des causes de la xénophobie. C'est vraiment ça que j'aurais eu envie de voir dans ce film. Et je pense le gros problème qu'on peut soulever, c'est la thématique du coup de la xénophobie n'est pas forcément liée avec la résolution de l'histoire en fait. C'est ça, en fait toute la seconde partie, c'est un homme à qui il manque de l'argent, donc il va essayer de se faire du blé en revendant des choses qu'il trouve dans le lot. Et il va réveiller donc le mauvais démon, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que la manière dont le récit se termine, on a plus la sensation que c'est un récit sur l'avidité et l'appât du gain, en fait, parce que c'est ça, en fait, qui va le perdre réellement, un récit sur cette xénophobie et comment elle peut se manifester par le biais d'un boogeyman un peu là-dessus, quoi, qui taperait là-dessus et qui jouerait là-dessus. Et c'est vrai que les thématiques, quand on écrit un récit fantastique, le monstre doit être l'incarnation en fait du problème du thème en fait. Voilà, parce ce qui revient dans d'autres justement récits qu'il y a dans l'anthologie et de manière mieux faite. Ouais. Donc la fin, il y a donc ça revient l'idée du racisme, parce que c'est parce qu'il a été raciste envers il a été ouvertement raciste envers la femme qui lui demandait en fait de récupérer quelque chose dans ce box qui lui aurait appartenu peut-être. Oui, c'était des objets sentimentaux. Des objets sentimentaux et qui refuse parce que c'est un gros con, quoi, disons-le simplement.
en fait, ça devient juste une petite ironie finale, Voilà. plutôt que ce qui va vraiment supporter le récit, en fait. C'est ça. Et qui va être problématisé, parce qu'elle refuse de l'aider. Voilà, en plus, alors bon, j'invite les gens, je fais de la pub pour nos courts-métrages, hein, on a utilisé ce procédé narratif dans notre film, donc Je ne suis pas Samuel Crom, Ouais. le personnage de Jean Roux, l'agriculteur dans notre film, donc il est sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller le voir. Promotion. Allez-y. Ça fonctionne exactement pareil. On commence le film avec le personnage de Jean Roux qui se fait un petit peu malmener par notre protagoniste qui est un peu un trou de balle. Et à la fin, le personnage de Jean Roux peut être une porte de sortie pour notre héros, mais malgré tout, il a ce qu'il mérite. Du coup, le personnage l'aide pas. Voilà. Donc c'est vraiment un procédé assez classique. Hein. Mais c'est vrai que je trouve en plus qu'il fonctionne pas tant que ça dans le film de Guillermo Navarro parce que certes, bon, il s'est comporté mal, mais je sais pas, la vengeance de cette femme, moi j'y crois pas. Moi, je la trouvais pas, j'avais pas eu de perfidie ou de méchanceté dans cette femme-là. Au contraire, elle était caractérisée de manière plutôt positive. Et je me dis, elle aurait pu l'aider malgré tout, quoi. Enfin bref, j'ai pas totalement adhéré à ce truc. Je me suis dit, ah ouais, là je vois, c'est l'ironie dramatique finale. Voilà. Sachant qu'on pourrait définir peut-être, juste pour les auditeurs, l'ironie dramatique. Ouais. L'ironie dramatique, c'est un concept de scénario, donc c'est. Moi, je l'ai découvert ça en lisant la dramaturgie de Lavandier. Donc, l'ironie dramatique, c'est quand il se passe quelque chose que le personnage ne voit pas, mais que le spectateur voit. C'est ça à peu près. Enfin, je sais pas si tu... Oui. Et du coup, effectivement, il y a une ironie là, parce que oui, le spectateur l'a vu venir, peut-être, et puis il va pas se faire aider par cette pauvre femme. Et aussi, comme tu dis, le personnage de cette femme, elle devient plus un instrument de la mécanique du récit. Ah, il doit être puni par quelque chose, qu'un personnage qui existe vraiment, quoi. Et un truc aussi que je trouve dommage, c'est que aussi, bon, dans cette logique de récit punitif, tu transformes tes personnages un peu en icône un peu idiote, quoi. Parce que moi, c'est un peu le problème général du cinéma d'horreur. Et voilà, quoi. C'est que les personnages deviennent désincarnés, deviennent de la chair à canon, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui va pas, parce que ça aussi, c'est assez puritain. C'est une pensée, c'est pour faire accepter l'inacceptable. Oui. La mort d'un personnage innocent au moral, c'est difficile. C'est quelque chose qui, en termes de récit, on aurait du mal à l'accepter. Alors du coup, c'est plus facile d'avoir un personnage corrompu moralement qui va mourir. Le spectateur va l'accepter. Voilà. Alors que bon, il y a moyen, je pense, d'être plus subtil, notamment. De montrer les erreurs il y a plusieurs stratégies narratives à mettre en place et là pour le coup il y a un peu je trouve de malhonnêteté, sachant qu'en plus je pense que ce personnage raciste, voilà, on aurait pu beaucoup plus explorer sa psyché, son racisme, sa xénophobie et c'est pas ce que je trouve intéressant, quoi. Ouais. Moi je l'ai résumé tout à l'heure en disant que c'était un gros con, mais évidemment t'aurais envie que ce soit un personnage plus nuancé que ça. Mais dans le film, on dit que c'est un gros con, donc il va être puni, et donc c'est cool. Voilà, c'est ce que te dit le film, quoi. Surtout qu'en termes de narration, on a besoin d'avoir de l'empathie, malgré tout, avec notre protagoniste. Et si le personnage est trop antipathique... Oui, t'es dans un truc de jeu de massacre. C'est ça, ce jeu de massacre, ouais. Mais après, c'est un équilibre à trouver entre les comportements un peu immoraux, parce que moi je suis pour avoir des anti-héros. Hein. Voilà, il faut des personnages qui ont des problèmes de toutes sortes et compagnie, donc il faut il peut faire des actions. Voilà, mais après, la subversion, bon, c'est sûr qu'elle est plus grande. Si tu as un personnage totalement innocent qui meurt, c'est beaucoup plus tendu. Bien sûr. Et après, voilà, c'est un équilibre à trouver, entre d'un côté des affects, enfin des caractérisations détestables et essayer d'amener de l'empathie, de faire comprendre que ce personnage-là, en fait, il a le même problème que toi, spectateur. Voilà. Et c'est à cela que c'est pertinent et que c'est intéressant, les récits qui utilisent le processus d'identification, quoi. Donc bon, après voilà, c'est un film de chef opérateur. Oui, c'est-à-dire que le film, comme toute l'anthologie, est bien tenu formellement. Il y a un principe, tu disais, formel aussi, que tu voulais revenir, c'était sur le décor et l'idée d'un minutage sur la pénombre. Dans la confrontation finale avec le démon, en effet, il y a un concept rigolo où ils doivent... en gros, il y a la lumière n'est pas constante, il faut à chaque fois remettre un minuteur, et la séquence alterne entre des passages où il y a la lumière et où le monstre ne peut pas se montrer, entre guillemets, et où il y a de l'obscurité et où le monstre peut se montrer. Après, c'est vrai qu'au final, il en fait pas grand-chose, moi je trouve, en termes de mécanique de séquence, parce que bon, globalement, le suspense c'est pas vraiment travaillé. On sait qu'il va se faire c'est ça, le minuteur s'arrête,
Ça s'arrête, il se tourne et puis il y a un jumpscare et fini, quoi. D'ailleurs, je suppose une coupe au montage sur la séquence finale, Oui. quand ils arrivent dans l'antre secrète du lot 36, là, Ouais. où il y a la sœur du propriétaire Ouais. qui a été sacrifiée. Il y a une saute bizarre, une ellipse bizarre, là, le gars qui arrive avec lui, l'antiquaire spécialiste de l'occulte, se fait avoir très très rapidement et tout. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont coupé une séquence en fait. Mais en effet, il y a une saute dans le sens où l'occultiste lui dit de ne pas faire quelque chose. Oui. Le personnage de Tim Blake Nelson le fait et l'occultiste reste figé en fait. Il attend limite de se faire bouffer en fait. Il attend de se faire tuer. L'occultiste est censé être un peu expert. Enfin, moi, Ouais. narrativement, t'aurais voulu qu'au moins l'occultiste essaye de faire quelque chose parce qu'il nous présente ça comme ok, il prend le chandelier, il a des méthodes un peu pour s'en sortir ou quoi. Il se fait avoir comme un bleu. Oui, c'est ça. Moi, j'aurais aimé qu'il lutte un petit peu et s'il fait une erreur, au moins que ça soit la faute. C'est peut-être ce qu'ils ont essayé de faire, que ce soit la faute du protagoniste et tout ça, mais c'est mal fait quoi. Là, C'est quand même très mal rapide, c'est Là, il attend. articulé correctement. Il a un peu la peine devant les phares alors qu'il a relevé en plus l'erreur qu'a fait le héros. Le héros, donc bon. Ça nous aurait donné aussi plus de matière pour ce personnage d'occultiste qui, du coup, voilà. Mais c'est toujours compliqué. Ça aussi, le ressort de mise à mort dans le récit fantastique, c'est un des tropes du genre, évidemment. Ouais. Mais je pense que c'est à manier avec réflexion, quand même, parce que Bah, vraiment terrifier que ton spectateur, il faut pas que le spectateur ait trop d'avance sur ton héros. C'est ça, et là il y a un peu un truc de recette, du genre, là, c'est le moment où il faut foutre un mort, tu vois. Il y a une idée de rythmique avec, on arrive vers la fin du récit, Ouais. il faut que quelqu'un meure. C'est ça. Si tu arrives dans des automatismes comme ça, ben oui, ça veut dire que, faut se dire peut-être que le spectateur aussi, il est aujourd'hui, surtout aujourd'hui avec l'omniprésence de ce type de récit partout, il est au courant, quoi. Donc ça n'a rien de passionnant Du ni coup, de tu surprenant. perds la surprise. Voilà. Tu perds la surprise. Et du coup, je pense que la subversion, le truc à faire si tu fais un récit d'horreur, et c'est sûrement plus difficile à écrire, c'est de faire un personnage qui soit très intelligent et qui soit, malgré tout, échoue face à la menace, mais en étant assez intelligent et plus intelligent que le spectateur. Ça serait vraiment plus terrifiant, tu vois, que le spectateur se dit ah ouais putain, même si il a déployé tous ces trésors d'ingéniosité pour affronter le mal, il échoue. Ce serait beaucoup plus fort. Ou alors, voire même, tu peux faire des récits où le personnage, en étant intelligent, arrive à... Bon, je dis intelligent, mais il peut être empathique aussi, le personnage. Oui. C'est utilisé dans notre récit, d'ailleurs. La question de l'empathie, et voilà. Donc c'est pour ça. L'important, c'est la question du héros, en tout cas, ou de l'anti-héros. Il faut que le personnage, il y ait quelque chose d'un peu exemplaire, en tout cas. Ouais. Si, c'est classique. De toute façon, comme on l'a dit, qu'on est dans des récits qui évoquent le conte ou quoi, le héros, dans sa forme classique, il est exemplaire, il a des capacités supérieures au spectateur. Il doit inspirer. C'est ça. Il doit inspirer le spectateur. C'est le cas par exemple moi je trouve dans l'invasion des profanateurs de sépulture où le gars il lutte l'originel avec Don Siegel où on sent qu'il lutte le personnage principal tout le long du récit et où tu sais tu te rends compte au moment mais il y a rien à faire quoi malgré tout ce qu'il fait. Donc c'est Invasion of the Body Snatcher, un film de des années 50, j'ai plus le 50-60 je pense. 50. Bon et après il y a eu beaucoup de remakes de ce film là. Il y a beaucoup de remakes voilà. Et c'est un classique aussi du cinéma fantastique. Mais là voilà, c'était vraiment pas la stratégie, il voulait vraiment que voir ce pauvre Tim Blake Nelson se faire bouffer le visage. Le prologue aussi pareil, alors ils ont mis aussi ça durant ils ont situé le récit dans les années 90 avec la première guerre du Golfe. Je me suis demandé pourquoi éviter le contemporain pour ça, alors je sais pas, à moins que je me suis demandé. C'était peut-être par rapport au passé nazi de l'antagoniste. Je pense que c'était peut-être une question de la guerre, même si je pense que ça aurait pu justifier. Il y avait eu la guerre en Irak qui est assez contemporaine aussi. Je sais pas. Bon, en tout cas, peut-être le racisme, tu vois. La question raciste est quand même prégnante dans les médias aujourd'hui et compagnie, donc il y a des récits à faire sur ça, sur cette question-là. Donc, c'est possiblement à re-explorer ce thème dans un autre récit fantastique. Donc on passe à l'épisode 2 qui s'appelle Graveyard Rats, réalisé par Vincenzo Natali. C'est le réalisateur de Cube, de Splice. Il a fait d'autres films pour Netflix aussi que j'ai pas vu, donc je ne m'étendrai pas là-dessus. Donc c'est un réalisateur en fait, moi que je pensais comme dans une espèce de tradition un peu cronenbergienne, mais en fait, il faudra discuter. Au terme de cet épisode, je me pose des questions. Donc je vais vous résumer rapidement l'histoire, même si vous avez vu l'épisode si vous écoutez ce podcast. Alors c'est une histoire de Harry Kuttner, c'est une nouvelle à la base. Mason était un pilleur de tombes. Il récupère notamment des dents en or sur des cadavres fraîchement enterrés dans le cimetière où il travaille. Alors qu'il doit de l'argent à une personne peu recommandable, il entend parler d'un riche vieil homme sur le point d'être enterré avec des objets de valeur.
Mais quand il ouvre le cercueil de ce dernier, il voit que le cadavre a été volé par les rats qui l'ont amené dans les tunnels qu'ils ont creusés. Mason décide alors d'y pénétrer. C'est pour récupérer son trésor qu'il va devoir affronter une horde de rats. Alors Nico, qu'as-tu pensé de cet épisode? Cet épisode-là, moi je l'ai trouvé sympa mais sans plus. Il m'a fait beaucoup penser en termes de registre au Evil Dead de Sam Raimi, à savoir qu'il aime bien un peu violenter son personnage et le faire souffrir d'une manière qui peut faire penser au cartoon. Ouais, donc il y a vraiment un aspect burlesque en fait dans cet Ouais, épisode ouais. qui est assez patent. Je crois que c'est un acteur comique à la base, un acteur qui joue, Ouais. un acteur anglais. C'est vraiment la tradition burlesque horreur quoi. Ouais, voilà, ouais. Ça m'a pas. Je trouvais qu'il y avait une certaine science du rebondissement, c'est-à-dire qu'on suivait quand même. Oui. Pour le coup, c'est là dans ce. C'est peut-être lié à la nouvelle. Dans je me demandais. ouais, peut-être que c'est lié à la nouvelle, mais dans celui-là, en tout cas, j'ai pas eu la sensation. Il est aussi caractérisé comme quelqu'un de très moralement gris, notre personnage. Oui, c'est Mais encore un anti-héros. En fait, c'est un anti-héros, ouais. il est proche du premier épisode. Le premier épisode, mais je trouve que là, ça fonctionne un peu mieux. En tout cas, l'idée de le suivre dans sa lutte pour sa survie, parce qu'il en prend plein la gueule. Et oui. Et il souffre beaucoup, et je pense que ça, c'est un des trucs. Il souffre, mais il lutte. Il lutte. Et il lutte, parce qu'au final, Tim Blake Nelson, il lutte pas tant que ça dans Non, le premier il- épisode. il Là, lutte. pour le coup, il essaie vraiment d'aller au bout. Ouais. Et même l'ironie finale fonctionne mieux. Moi, c'est pour ça, je pense que je le trouve quand même plus réussi celui-là que le premier. Ouais. Et je trouve qu'en fait, le principe du burlesque horrifique, en fait, ça permet quand même à la mise en scène d'être un peu travaillée. Ouais. Et je trouve que notamment, cet épisode, vu qu'une bonne partie de l'épisode se passe dans les tunnels Ouais, avec ouais. les rats, je suis assez... j'allais pas dire impressionné, mais je trouve qu'il faut noter que c'est dans un espace exigu, c'est très difficile Oui, de oui. mettre en scène, et je trouve qu'il est pas mal réalisé du tout. On peut se dire pourquoi il a voulu le faire en fait. Voilà, se dire ok, réaliser une partie puisque la moitié quasiment du film se passe sous terre, de créer de travailler un peu ce sentiment claustrophobique et la sensation d'être entouré par des choses que tu vois pas, qui arrivent derrière toi, que toi tu peux pas te déplacer. Ça c'est une idée qui est plutôt sympa. Oui, mais le twist s'il se retrouve à la fin enfermé dans un cercueil. dans le cercueil. Alors qu'il pense pouvoir Bon, c'est sortir. vrai que c'est classique, voilà, encore une fois, mais comme c'est amené avec le reflet de la plaque qu'il a vu, je sais pas, je trouve que c'était un peu mieux, Oui, un peu mieux peut-être géré. un peu mieux articulé. Enfin, c'est Et mieux puis, articulé et que puis le premier. il lutte contre les créatures en face, puis il tombe sur une espèce de statue de Cthulhu, Ouais. dans une espèce de messe, enfin je sais pas, d'une espèce d'hôtel pour des messes noires. Il y a du mystère, ce qui est pas mal là aussi, c'est qu'on sait pas exactement, c'est pas vraiment expliqué quoi, où il est, et on reste sur ses rats, et il essaie de s'en sortir malgré tout, et il fait preuve un peu d'ingéniosité. Et c'est l'épisode le plus court aussi, donc il y a quand même une idée d'efficacité. Personnellement, moi, je trouve qu'il a quand même des points forts. Je sais que le personnage peut peut-être agacé quoi, dans le jeu, parce qu'il est assez bouffon. Bouffon, ouais. Moi, ça m'a pas gêné, mais je comprends que les gens peuvent un peu se raidir face à l'interprétation du protagoniste. Il est plus léger, du coup, cet épisode, Oui, par voilà, rapport au thème. Il est C'est plus sur l'avarice. C'est vrai que oui, on rejoint un peu le premier épisode sur le récit avec moralité. Il a quelque chose d'assez, j'ai envie de dire, simple et attendu. Je dirais que malgré tout. Il m'a pas surpris. Même s'il y a des choses qui sont réussies, je te rejoins. Hein. Mais après, il Mais- est classique, oui, dans les thèmes, et il emprunte aussi une espèce d'imagerie qui Voilà, peut faire oui, penser au film de la Hammer, parce que ça se passe en Angleterre. Ça se je passe crois. en Angleterre, je Ouais, crois. oui. voilà. Donc, voilà. Bon, là, c'est peut-être un petit peu du fan service. Hein. Il faut poser des questions sur la pertinence du fan service ou quoi. Mais je trouvais que le travail était honnête, quand même. Bah, après, voilà, la question de la comédie horrifique, je pense que c'est intéressant à creuser, dans le sens où plus tu vas pousser les potards vers la comédie, moins tu vas avoir d'empathie. Ton personnage, il est élastique, quoi. Il souffre moins. Ouais, mais si les personnages font preuve d'ingéniosité, je pense que quand même tu peux être attaché au perso, et je pense, bon, tu parlais d'Evil Dead, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi lié à la souffrance. Le personnage de Devil Dead, il prend quand même méga Il prend cher. Ouais. Il perd sa main. Quoi. Mais il survit. Et Il en fait, survit. mais c'est ça aussi qui est intéressant, la comédie horrifique, c'est que normalement la comédie c'est un genre où la douleur est mise à l'écart. En fait. Le spectateur du coup rigole en fait quand Oui, quelqu'un oui. se prend un coup sur la tête ou je ne sais quoi. La douleur n'existe presque voilà, pas. ouais, Ça met c'est à ça. distance la douleur. Ouais. Alors que l'horreur parfois justement joue sur mettre la souffrance au premier plan. Ça dépend des films d'horreur quoi. Et pour le coup. Là, il y a dans Evil Dead, en tout cas, bon, du Sam Raimi, il y a un équilibre qui est trouvé avec H.
voilà, mais la tradition évidédienne est dans ce film. Oui, en fait, c'est la question presque du sadisme, en fait. C'est Ah oui, le rapport sadique. Le rapport sadique, mais qui rejoint un peu ce qu'on disait au début sur les récits avec moralité dans les ici comics. Il y a un peu ce rapport de, vous allez voir, cette crevure, comment elle va prendre cher, en fait. Ouais, mais quand même, on fait... on le regarde, moi, pour le coup, c'était là où je trouve que le film fonctionne, c'est... on le regarde et on fait, ah ouais, quand même, il y va. Oui, on est avec lui parce qu'il est ingénieux et que, encore une fois, comme on disait, je trouve que le récit est assez habile pour se renouveler, en fait, et avoir des points de bascule qui t'entraînent vers la situation suivante et que tu sois toujours avec le personnage là. Mais t'as quand même toujours un peu ce truc de t'attends la punition finale, quand même, malgré tout. Toujours avec ce type de récit. En tout cas, ce récit joue sur... donc c'était des thèmes qui étaient distingués par Stephen King dans son livre Anatomie de l'horreur. Ouais. Là, on est carrément dans le dégoût, la répulsion, l'horreur répulsif, quoi. Parce que je crois que l'autre, c'est la terreur. Donc c'est encore un autre sentiment, mais là, c'est avec les rats qui grouillent. Voilà. On est vraiment là-dedans. Bon, et comme dans l'anthologie, globalement, l'animatronique, il y a un rat géant à un moment dans les sous-sols, c'est assez réussi aussi. C'est pas du CGI aussi, c'est un véritable rat. Donc c'est quand même, pour moi, c'est quelque chose que je peux apprécier, mais c'est peut-être parce que je suis un peu amateur de ce type de récit. Non, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, tu crois à l'univers qui t'est présenté. Malgré le fait que ça peut paraître complètement saugrenu, tu vois. Oui. Là, après, moi, pourquoi j'aime bien, c'est que tu sens le travail des artistes derrière, voilà. Donc, et c'est ce qui me fait adhérer parfois un peu à ces récits-là. Donc, l'épisode 3, ensuite, c'est The Autopsy de David Pryor. Je vais vous faire le pitch. 10 hommes sont morts après un accident sur leur lieu de travail dans une mine. Le shérif local, Nate Craven, appelle alors à la rescousse un vieil ami médecin légiste, le docteur Carl Winters, pour tenter de comprendre cette terrible affaire. Merci pour ce résumé, Nico. Sachant que la suite et la fin du récit étant l'autopsie des différents cadavres qu'il y avait dans la mine. Tout à fait. Bon, alors si jamais vous écoutez ce podcast sans avoir vu les films, il faut les voir, mais je vous invite à aller voir celui-ci, parce que personnellement, je pense que c'est le plus réussi. Nico n'est pas tout à fait d'accord, mais en tout cas, c'est dans les plus réussis. C'est clairement parmi les 3 meilleurs, je pense, du batch. Voilà. Donc David Pryor, c'est un réalisateur qui, je crois, avait fait un court-métrage dans les années 2008 qui s'appelle AM 1200 ou AM 1200, je sais pas. Donc je crois que c'est une fréquence de radio que j'avais vu, qui était disponible sur Vimeo, je crois. Donc il est peut-être, si on trouve le lien, on le mettra peut-être dans le podcast, mais je sais pas s'il est encore accessible. D'accord. Et puis là, donc 12 ans plus tard, il a réalisé The Empty Man, qui est un film d'horreur que j'ai pas vu, mais que j'aimerais bien voir, qui est sur Disney+, malheureusement, parce que c'est la Fox qui a produit. C'est censé être intéressant comme film, donc voilà. Puis il a réalisé aussi un épisode de la série de David Fincher sur le cinéma qui est sur Netflix, qui s'appelle Voir, l'épisode sur les Dents de la Mer. Et donc cet épisode-là, The Autopsy, moi je pense que c'est vraiment un des réalisateurs les plus prometteurs du batch. À la base, c'est une nouvelle de Michael Shea. Alors je sais pas comment ça se prononce, Shea peut-être. S-H-E-A. Michael Shea. Voilà. Donc moi je trouvais cet épisode très surprenant. La narration est assez sophistiquée. On est dans le body horror, donc l'horreur corporelle, clairement. Donc qui est un sous-genre du cinéma d'horreur. On est aussi du côté, on en parlait tout à l'heure, de l'invasion des profanateurs de sépultures, avec un récit d'invasion extraterrestre. Mais c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure du récit. Et la structure du film est une structure policière. C'est-à-dire qu'on a 2 protagonistes qui discutent. Il y a surtout un protagoniste, c'est la personne qui vient faire l'autopsie. Mais on a 2 qui jouent. L'excellent F. Murray Abrams. Et donc du coup son collègue shérif qui est joué par Glyn Turman. Ces 2 personnages discutent, reviennent sur l'affaire, et on remonte au fil des discussions les événements étranges qui sont advenus dans cette ville. Et ce qui fait un récit, je trouve, assez sophistiqué dans la manière de raconter. On n'est pas dans un récit linéaire. Le récit linéaire, c'est très bien, mais là vraiment, je trouve que ça participe au sentiment de mystère et à la dimension ludique de ce scénario. Moi, ce que j'aime bien dans ce type de configuration avec 2 personnes qui discutent et qui parlent d'un événement qui est advenu, c'est en effet, tu demandes au spectateur aussi de participer à la résolution de ce mystère-là, quoi. Donc tu es actif, quoi.
T'es de suite pris à partie. Et puis, en plus, c'est encore plus marqué dans ce moyen-métrage-là, c'est la manière de renouveler. Au début, on est sur une conversation, puis on va passer sur un pur récit d'ambiance quand on est dans quand le médecin légiste il fait l'autopsie des différents corps, et avant d'arriver à l'horreur où il y a une confrontation avec la créature. Et ça, je trouve que c'est plutôt c'est bien fait. C'est bien fait, et je trouvais le film très bien réalisé. Là où le film m'a marqué, c'est qu'il a une mise en scène qui n'est pas explicative sur le scénario. Vraiment, il a une vraie mise en scène Oui. de cinéma, quoi, qui cherche, par exemple, au début, on commence par un plan, je sais plus si on commence par un plan d'étoile ou si c'est un point d'une toile Non, d'araignée. c'est une toile d'araignée, oui, c'est vrai que c'est assez spécifique, Voilà. les premiers plans où on a cette toile d'araignée qui est dans le flou, en fait, et on fait la mise au point dessus. Ouais. On dirait des étoiles, et puis en fait, c'est un rocher. C'est un rocher. Et C'est un on passe minerai. par des étoiles. On passe par des étoiles. Et on perd la mise au point, on passe par des étoiles. Donc on a un rapport avec le cosmique d'emblée qui est induit dans le film. Et on revient sur ces étoiles-là se fondent sur un rocher. C'est vrai que c'est. Voilà, dans le sens écriture filmique. Premier plan, ça se pose quand même. Ça se pose là, voilà. Et le film travaille beaucoup ça. Alors, le motif de la toile d'araignée est vraiment assez patent dans le long métrage, enfin le moyen métrage. Je trouve vraiment, voilà, c'est très remarquable, quoi. Et le film va même jusqu'à aller sur une séquence de psychédélique à la fin, quand le personnage se fait infester par la créature. On est à l'intérieur du corps du personnage, et on est à la fois, en fait, je pense le geste cinématographique, c'est de faire naître un lien entre le cosmique, donc le microcosme et le macrocosme. T'as vraiment on part de l'intérieur du corps, et en fait c'est une galaxie, en fait, l'intérieur du corps. Voilà, et ce motif-là, il est travaillé dans tout le film. Et c'est vrai qu'il y a un truc là aussi sur comment il travaille, j'ai envie de dire, l'horreur interne. C'est-à-dire qu'on est des sacs de viande, mais on n'y pense pas en tant que voilà, tous les jours, quoi. C'est clair. Et il travaille ce rapport à soi, en fait, que je trouvais qui était plutôt aussi intéressant, qui pour le coup induit un sentiment d'horreur. Oui, tout à fait. Par rapport j'ai pas envie de dire par rapport aux précédents cours, ou même à ce suivant. Notre intérieur nous est étranger, en fait. Oui. Il joue là-dessus. Dans un livre d'entretien de Del Toro que j'ai lu, Del Toro, il en parle de ça, et il disait « Horror is biology ». Et voilà, et oui, c'est clair que l'intérieur du corps, pour nous, c'est horrifique, en fait. Et quand on réfléchit à ça, dans l'existence humaine, on a une espèce de truc, la vue du sang va nous répulser. On ne peut pas contempler notre corps, en fait, meurtri ou ouvert sans éprouver un frisson. Et je pense que c'est là où le film est assez fort, c'est qu'il travaille ce motif-là, et c'est un motif existentiel, en fait, je dirais. C'est vraiment de l'existence humaine là, qu'on évoque. C'est quelque chose qu'on partage tous, en fait. Et donc, il le fait à travers un récit ludique d'évasion extraterrestre. Hein, voilà. Et donc, on a un très beau protagoniste interprété par F. Murray Abrams. Alors, pour le coup, je trouve qu'il est vraiment au-dessus de ce qu'on a eu juste avant. C'est-à-dire qu'on a un personnage, du coup, qui est intelligent, articulé. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas les défauts, c'est pas un anti-héros, pour le coup on est vraiment c'est un héros. Il a le cancer, donc il est mortel. Il est mortel. Il est mortel, il sait qu'il va mourir, voilà. Et c'est ce qui va précipiter aussi, je trouve que c'est le thème du film un petit peu. C'est comment on choisit de mourir, en fait. C'est un peu ça le truc, quoi. Il se trouve dans une situation aussi inextricable à la fin, quand il est confronté à la créature, hein, qui réanime un des corps, qui va autopsier, et la créature va essayer de passer dans son corps. Voilà. Mais bon, il va donc saboter son propre corps pour arriver à piéger la créature à l'intérieur de son corps et en venir à bout. Et pour le coup, voilà, là on a un protagoniste intéressant, et ça prouve aussi quelque chose, c'est qu'on n'est pas obligé, pour faire un récit comme ça qui soit prenant, qui soit terrifiant, d'avoir un protagoniste qui meurt à la fin. Il meurt à la fin, le personnage, mais le personnage gagne, il triomphe. Le personnage arrive au bout de son objectif. Et je trouvais ça très rafraîchissant, en fait, d'avoir un protagoniste d'horreur, qui est admirable, en fait, et qui arrive à s'en sortir. Enfin, il meurt, et du coup la mort n'est pas la seule réponse dramatique, en fait. Pas parce que tu meurs que tu perds. Tu vois, ça c'est une idée, je pense, qui est importante, et qu'on a peut-être un peu dans les tragédies grecques, ou cette idée que la mort, en fait, bon, dans les tragédies grecques c'est souvent comme ça, mais voilà, il y a autre chose, il y a quelque chose au-delà de la mort, et c'est voilà, lui il va incarner, du coup pour moi c'est une valeur d'amitié, quoi, pour arriver à sauver son ami chez le shérif, il va tout faire pour arriver à endiguer l'invasion extraterrestre, et donc il va réussir. Et notamment, moi je trouve, voilà, le plan final au-dessus du lac qu'il évoquait dans une conversation avec son pote le shérif, je trouve assez émouvant. Donc le récit est sophistiqué, la mise en scène est remarquable, une séquence de tension là, quand il est en train d'autopsier les différents corps, une séquence où il a
À un moment, il entend, je crois que le personnage il essaie de entend, manipuler et il a la chair de poule. La chair de poule, oui. La manière dont il filme l'essence. Il y a un travail qui est assez intéressant. En tout cas, on revient sur la question du corps et de comment notre corps est notre vaisseau. Et c'est vrai que il y a un moment où il se sabote lui-même, qui est assez dur, puisqu'il est obligé de se crever les tympans et de se crever les yeux. Et c'est une séquence qui est assez éprouvante. Mais comme tu dis, c'est pas gratuit. Non. C'est pas gratuit, c'est pas juste quelque chose qui est fait pour nous révulser en tant que spectateur, mais juste jouer sur ce sentiment de... Arriver à le justifier, ça je trouve Ouais. c'est quand même assez fort enfin, dans le récit. Mm. Et ce duel, en tout cas, entre lui et l'extraterrestre, je le trouvais assez passionnant. Ils parlent de manière tous les deux très articulés, ils se font des... Voilà, c'est assez marrant quoi, comme il y a scène. duel d'espèces. Duel d'espèces, c'est ça. Bon, là, c'est vrai que c'est un film presque humaniste, en fait, parce que l'homme prévaut, Ouais. et l'amitié, en tout cas, triomphe là, dans le truc, quoi. Mm. Donc, non, franchement, j'ai trouvé ce film remarquable en tout point. Je pense que David Prior, va falloir très sérieusement le garder à l'œil. J'espère qu'il pourra faire d'autres films. Alors, je vais essayer de voir le film qu'il a fait, là, qui est disponible donc, sur une plateforme, donc, malheureusement, donc, sur Disney+, là, qu'il a fait pour la Fox, The Empty Man. Peut-être qu'on fera un podcast dessus, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas pour moi c'est là. Bon, il y a des autres épisodes qui sont excellents, hein, on en parlera après. Mais pour moi c'est la pépite de cette anthologie. Toi Nico, peut-être justement, qui est peut-être un peu moins enthousiaste que moi, est-ce que tu veux revenir sur les choses qui t'ont. Non, j'avais un peu plus. Mais bon, là en discutant, ça avait un peu plus de sens, mais je trouve par rapport par exemple au dernier, où le conflit interne et la problématique est plus claire et plus facilement compréhensible, j'avais un peu de mal à saisir le sens. Mais c'est là où c'est que j'ai trouvé qu'il était chouette cet épisode aussi, c'est qu'il n'est pas explicite. Il n'est pas explicite, non. Il n'est pas explicite, il est assez. Mais en même temps, il fait tout. Enfin, visuellement, il communique plus visuellement les thèmes en fait. Voilà. Il va pas te l'asséner par le dialogue. Il va être même. Vrai. C'est assez. Je trouve que c'est assez subtil quoi. En plus, c'est là où c'est paradoxal et que j'aime bien, c'est que c'est vraiment une intrigue même typique, de série B, l'évasion extraterrestre ou quoi, mais il le fait avec un sérieux et une élégance, je trouve, dans la mise en scène et dans ses choix artistiques. Pour moi, c'est le meilleur film du lot. Donc, suite à cette réussite, moi j'ai envie de voir même d'autres. J'espère qu'il aura une saison 2. Je sais pas si ce sera avec David Prior ou quoi. Hein. Mais voilà, je pense que ça justifie ce type d'anthologie, ce type de récit. Donc ensuite, l'épisode 4, donc The Outside, par Anna-Lily Amirpour, la réalisatrice iranienne, elle est britannique je crois. Elle a fait un film iranien de vampire qui s'appelle Girl Walks Home Alone at Night, qui était pas mal. Enfin, moi j'avais bien aimé. C'était entre le film entre le film d'auteur et le film de vampire, mais disons que ça avait une approche assez romantique du vampire. Il y avait notamment un travail sur les plans séquences qui était chouette. Il y avait notamment un plan séquence où sur les relations entre donc une jeune vampire et un homme qu'elle ne doit pas vampiriser, sur la tension sexuelle évidemment entre les deux, le désir et compagnie. C'était quand même assez bien fait. Voilà, moi je trouvais ça sympathique. Okay. Donc c'est une réalisatrice, donc la première de notre trio, qui s'attelle du coup à un récit satirique. Est-ce que tu peux, Nico, nous résumer Oui, je vais vous résumer l'histoire. Stacy Chapman est une femme un peu étrange, passionnée de taxidermie. Durant les fêtes de fin d'année, elle est invitée contre toute attente à une soirée avec ses collègues de la banque, chez la très populaire Gina. Cette dernière offre à ses convives Halo Glow, un produit cosmétique dont elle raffole toutes. Très complexée, Stacy est fascinée par Halo Glow et les changements que cela pourrait lui apporter, malgré les réticences de son mari aimant, Keith. Mais la lotion va provoquer chez elle des réactions étranges. Voilà, donc alors c'est une satire, comme je disais, c'est vraiment la seule satire d'ailleurs du... le Panos Cosmatos peut-être un peu, mais on verra, on en parlera. Mais c'est filmé essentiellement en courte focale, donc au grand angle. En intérieur, pendant Noël. Pendant Noël, ouais. Donc la courte focale, ça déforme un petit peu les perspectives et ça a tendance aussi à rendre un peu les visages un peu plus caricaturaux ou monstrueux.
Enfin, ça, en tout cas, ça déforme les traits, quoi. C'est vraiment une approche avec... Avec du poisson, quoi. Ouais, là, avec de Ouais, poisson. si on est dans un bocal, je pense qu'ils ont choisi ça exprès. Donc, il y a une actrice qui est... Kate Micucci. Voilà, qui est assez chouette dans Qui est le trop- film. ouais, Même qu'elle si est bien. elle est bien, ouais. Elle est bien. Peut-être que je me suis demandé si elle en faisait pas un peu trop au début, parce qu'elle est vraiment... Ah ouais, ils l'ont tu- vraiment fait gratiner. Hein. Enfin, Ouais. après, c'est sur elle louchait, je crois. Je sais plus qu'est-ce qu'elle fait au Elle a un début. petit, ouais, je crois qu'elle a un petit Strabisme. strabisme, ouais, sur Bon, pourquoi pas, alors je sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a la course focale, il y a Ouais. voilà, pour moi le c'est physique je un me suis peu dit, oh, atypique ils y vont au et taquet, quoi, hein. on va dire même je sais pas si elle porte des prothèses au niveau du nez parce que j'ai l'impression Peut-être. qu'il y a quelques éléments de son physique qui changent Oui, parce que oui. voilà, c'est un récit de transformation entre guillemets. Voilà, c'est vrai que c'est un trope du genre ça aussi, Voilà, le mais, personnage mais voilà, alors là l'originalité c'est que la transformation c'est pas vers une créature monstrueuse. Enfin, oui, c'est vers une créature monstrueuse, mais physiquement plus acceptable que ce qu'elle est censée être au début, quoi. voilà. Donc je crois qu'apparemment c'est une webcomic de Emily Carroll et Emily Carroll elle fait de l'illustration fantastico-gothique en général. Moi j'ai trouvé le film assez bancal, un peu long. Un peu long, ouais, je dirais. Enfin, très long même, Très beaucoup long. trop long pour ce qu'il a à dire. Ça reprend un peu les genres de pitch à la Larry Cohen, donc le réalisateur de God Told Me Too. C'est-à-dire, ça reprend l'idée de vraiment très série B, tu vois, là, c'est une espèce de programme pardon, pas de programme, de lotion pour la peau surnaturelle. Ouais, quoi. qui est en fait, c'est vrai que le surnaturel dans cet épisode, il se manifeste par là, ouais, voilà, il est sur les objets de consommation, quoi. La télévision qui lui parle. Voilà, pourquoi pas. Après, c'est vrai que j'ai trouvé ça, bon, oui, ok, mais je trouvais ça ok. C'est un peu attendu, quoi. Voilà, peut-être Un en peu effet, gros doigt, quoi. un peu, c'est vrai que bon, voilà, on voit très vite où est-ce que ça va et où elle veut. en Et il venir. dure 1 heure l'épisode. Voilà, et l'épisode dure 1 heure. Non, mais après. Et on n'a aucune surprise. Elle travaille encore le plan séquence, comme elle le faisait dans Walk Alone, Girl, pardon, Walk Home Alone at Night, je vais y Tu vas y arriver. arriver, ça va. Mais bon, là, franchement, des fois, je me suis dit, non, mais faut couper, là. Non, mais c'est ça, j'ai l'impression que le récit fait un peu de surplace. Et surtout fait, que quand tu sais très bien où ça va, et Voilà, ça met t'as- du t'as- temps. t'as les étapes Et je suis obligées, pas en fait. certain que l'ambiance qu'elle crée. Enfin, il y a un truc un peu dissonant dans la conversation avec le mari qui peut-être est Mais- original. Il y a un truc, il y a un truc sur le ton qui est quand même intéressant, j'ai trouvé, ouais. Sur la manière, pour moi, il y avait un côté presque frère Cohen, la manière dont certains, elle cherche un petit peu la Elle bizarrerie, cherche un petit peu le côté la bizarrerie des régionalismes, un petit peu Voilà. l'étrangeté des physiques, Ouais. pour montrer en quoi ils peuvent être beaux, parce qu'ils sont, je pense, Ou étranges. monstrueux. Ou monstrueux, voilà, c'est Bah ça. là, moi, j'ai tendance à penser que tout est monstrueux, quoi. Moi, Bah, c'est ça qu'amène le truc, c'est que j'ai l'impression que son récit nous dit, bah, là, les prolos, ils sont monstrueux, et les bobos, ils sont monstrueux aussi. C'est vrai que voilà, c'est peut-être ça où ça fait. Et c'est en bizarre, effet, un j'ai peu dit comme que ça. c'est physique beau, mais en tout cas, mais peut-être que tu as raison, c'est que le personnage, par exemple, du mari, il est assez étrange. Ouais. Parce que on a un peu. Enfin, moi, c'est vrai qu'en regardant le truc, t'as un peu envie de dire, ok, c'est un peu un glandu, quoi, le gars. Il est caractérisé comme à la fois étant un glandu. Elle fait un glandu. Bah, tu vois, au début, elle l'appelle parce Glandu. qu'elle a peur. Elle a peur elle a peur qu'il y ait quelqu'un qui soit rentré dans la. Elle a des épisodes Ouais. de paranoïa, quoi. Il a un Et soutien relatif. vas-y, ouais, il décroche, il fait ouais. Il raccroche même. Et il raccroche avant même qu'elle ait fini de parler. Donc, bon, ok, il est absent. Il est bizarrement écrit. ce Non, mais personnage. il est super bizarrement écrit. Et après, plus tard, quand elle utilise le produit et que commence à avoir des plaques de démangeaison et que clairement il y a un truc qui va pas et que il lui dit, il est passif, mais il lui dit tout ce que globalement il faudrait dire dans l'absolu. Alors, je sais pas si dans le filmage elle cherche à travailler justement le manque d'honnêteté en fait. Je crois pas. Franchement, je pense. Pour moi, il est pas bien écrit. Ben, mais c'est Désolé vrai que- d'être un peu aussi direct. Ouais, peut-être. je mets pas trop. Enfin Mais là. pourquoi tu dirais qu'il est mal écrit en fait? Tu vois, Mais parce que je vois pas la cohérence du perso. Il est incohérent. Il peut pas se comporter d'une certaine manière. Enfin, et puis même, c'est pas le sujet. Le film est pas sur le sujet de l'incohérence de ce personnage. Bah, On est sur le peut-être qu'il l'est, protagoniste. Tu vois, on n'est pas sur lui. Du coup, pour moi, c'est un Bah, personnage ça fait secondaire qui partie. fait qu'il est mal. Enfin, il est totalement. En fait, voilà, il est déterminé par les besoins scénaristiques. C'est-à-dire que le personnage de la meuf, du coup, bah, elle doit être confrontée à son problème. Du coup, le mec doit pas venir. Donc le mec va se comporter comme un trou du cul. Donc le personnage de la meuf, elle va commencer à avoir à se mettre. Tu veux dire au début quand elle a son épisode Voilà, de c'est qu'elle a de insomnie. paranoïa, qu'elle a peur qu'il y ait Qu'elle a peur qu'il y ait quelqu'un et dans la compagnie. maison. Puis plus tard, quand le personnage elle se met du machin sur la peau, hop, Il devient attentionné. il devient attentionné. Voilà, donc c'est vraiment, c'est un personnage fonction incohérent.
Mais c'est dommage parce que l'acteur est pas mal. Pas tous les acteurs. Les acteurs sont bien. Moi, Voilà, je trouvais que le cast mais- est pas trop mal quand même. Mais oui. Donc bon, c'est dommage. Il est un peu cohérent. Tu me disais aussi, bon, je fais un saut, quand la mise à mort de spoiler, enfin, tout est spoiler. Oui, tout est spoiler. Ouais. La mise à mort de ce pauvre gars, c'était une espèce de seul truc violent qu'il y a dans ce récit, c'est vrai. Mhm. Il n'y a pas vraiment de. Oui. Il y a de l'élément surnaturel, mais il n'y a pas de violence, et tu trouvais que c'était un petit peu gratuit aussi, la mise à Oui, mort bah, en du fait, gars. c'est ça, moi j'ai eu elle finit par perdre un peu pied avec la réalité à force d'utiliser cet effet de lotion, quoi, et elle le tue parce que il est pas compatible globalement avec sa narration, avec sa ouais, narration et c'est son ça. nouveau mode de pensée. Ouais. Et c'est vrai que bon, j'ai l'impression en fait au bout de 40 minutes ils se sont dit on n'a pas vraiment de monstre entre guillemets, on a une thématique sur la monstruosité, sur Mais le ils fait auraient dû que- assumer de ne pas avoir de monstre. Ben oui, Enfin, c'est ça. Justement, ça aurait été la subversion. Bah, l'idée, en plus, au cœur du projet, c'est que le monstre, c'est la conformité. La conformité. Et c'est une idée super intéressante. Ouais. C'est la conformité. Mais- C'est toutes ces femmes qui sont dans une espèce de truc. Et comment tu l'incarnes? Moi, je pense que c'est là où ils sont retrouvés c'est pour ça que tu as tous les tubes qui se vident à un moment et qui créent une figure un peu abstraite du produit qu'elle Ouais. utilise. Bon, encore, Mais c'est une image intéressante. oui, l'image est intéressante, mais c'est vrai que c'est pas un boogeyman incarné. Tu vois, c'est pas. Je reviens sur ce terme de boogeyman, c'est pas un monstre, tu vois. Parce que moi, j'aime bien, justement, tu vois, ils Mais seraient je dis restés pas que c'est sur ça. mal, je dis pas que c'est mal, Ouais. mais c'est juste que tu n'arrives pas sur une logique de jeu de massacre. C'est-à-dire que elle va avoir dans ce type de récit, elle va accomplir sa transformation et ça sera fini. Et l'horreur, je pense qu'elle a visé ça. En réalité, il doit résulter du fait qu'elle soit devenue un monstre. Oui. À la peau douce, on va dire, comme ses collègues de travail. Ouais. Mais je pense qu'ils se sont demandé, ouais, mais en fait, ça veut dire qu'il se passe rien, en fait. On a un personnage, il y a pas, où est le conflit? Où est le conflit, en fait, dans le récit, à un moment? Parce qu'elle est acquise à la cause très Si, vite. mais le conflit, ça aurait été dans l'écriture aussi du personnage du mari. Oui, Mais qui est un peu là. oui, qui est un peu là, mais qui est voilà, pas trop mais là. Mais qui est moyennement Eh là. oui, ben, je sais pas, ouais, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs erreurs dans la manière de construire son récit là, ouais. Parce qu'il est caractérisé comme mou, tu vois. Je pense que leur relation aurait dû être plus au centre. Mm. En fait, je pense à la mouche, tu vois, par exemple, Oui, voilà. quand tu as un personnage qui change, il faut un personnage à côté du protagoniste qui change pour un peu montrer, caractériser la monstruosité. Ouais. Et après aussi, elle change d'un seul coup. Et c'est Elle- ça aussi qui fait le truc. Oui, Après, enfin, oui et honnêtement, non, je pense quand même, qu'il y avait un oui. récit de 25 minutes à faire, ou de 20 minutes. Oui, donc Ou je d'un pense quart que- d'heure, honnêtement. délaye- Vu délaye- ce qu'il y a à raconter, il y avait, c'est pas assez. Enfin, je pense qu'il aurait fallu en il couper. délaye un peu là. Et je suis sûr que la nouvelle, le web comics de Emily Carroll doit être plus court. Oui, bien sûr. Bah, de C'est toute façon, évident. rien que le média fait que tu peux aller plus vite, je pense. Vu que c'est un webcomic, mais il faudrait regarder, mais je pense que c'est plus facilement. La créature monstrueuse, là, l'espèce de forme Blob. blob, là, oui, Halo-Glow, là, je la trouve visuellement chouette. Ouais. Je me suis... Voilà, honnêtement, tu vois, voilà, je vais dire, prendre une critique, j'ai trouvé que peut-être que dans la mise en scène, j'ai vu un peu trop les trucs. C'est-à-dire qu'ils ne font pas trop bouger, ils la font pas trop Ouais. faire ci, faire ça. Et c'est dommage. Mm. Et justement, l'image qui est le plus intéressante, c'est quand du coup, je suppose qu'ils étaient un peu embêtés dans la mise... Enfin, qu'ils étaient un peu contraints par l'effet spécial. Alors que l'effet spécial doit nous libérer, nous, les cinéastes, tu vois. Là, ils sont un peu contraints par leur effet spécial. Et d'ailleurs, du coup, là, une image intéressante que je trouvais dans le film, c'était quand il y avait le liquide, quand elle pas dans le bain, et qu'il y a la créature qui se penche vers le bain, et hop, le liquide Oui, elle se fond dans Voilà. dans les choses. Ouais. Ça, c'est une image intéressante, enfin, Ouais. notable. Et le dernier plan, du coup, Alors, c'est quoi déjà le dernier plan? c'est un plan sur elle, en fait, Ah oui, qui oui, dure oui. un plan séquence Qui- sur elle. qui fait une ascension Qui un fait une peu. ascension. Mais j'ai trouvé pas mal aussi ces derniers plans. Alors, j'ai l'impression que c'est les vieux trucs stylistiques de cette réalisatrice, hein, des plans assez longs, tu vois, enfin, plans assez longs par rapport à la moyenne de ce qu'elle fait. Non, pourquoi pas. Le dernier plan, j'ai trouvé chouette aussi, ouais. J'ai bien aimé le dernier plan. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même quelques coups d'éclat stylistiques dedans qui se font que c'est un peu plus intéressant que les tout premiers, je dirais, malgré tout. Oui. Mais enfin, c'est plus intéressant, mais c'est moins réussi. Enfin, même si les tout premiers ont des défauts aussi, mais pour le coup, là, je suis désolé, l'épisode est un peu chiant, quoi. Il était un peu trop long. Il était beaucoup trop long. Il est trop vraiment long. Là, trop ça long. re- et- Mais c'est vrai qu'on voit, il y a plus de personnalité. Voilà. Et plus de personnalité que les deux premiers, même si, bon, Vincenzo Natali, au final, oui, on a beaucoup parlé de Sam Raimi, mais c'est vrai que du coup, bon, c'est un sous-Sam Raimi. Et le premier, le 36, il est trop. Il manque de personnalité. Ça fait cliché de dire que c'est un film de chef-op, mais pour le coup,
C'est un film de chef-op, quoi, le 36. Donc voilà, et là, effectivement, on sent plus la personnalité du cinéaste, y compris ses lacunes un petit peu, ses complaisances aussi. Voilà, après, sur la satire, je pense qu'elle est pertinente. Je trouve qu'il y aurait vraiment un truc à faire sur le monstre normatif, quoi. La normalité, mais quelle horreur. Ouais. C'est ça, mais bon. Ouais, je pense que c'est ce qu'elle voulait faire. Et puis, C'était le projet, mais c'est... Et l'idée même de l'image de la taxidermie, même si tu vois ça aussi, on le sent pas tout à fait. Ah oui. C'est vrai que le personnage principal fait de la taxidermie au début du récit. Je pensais à un moment qu'on allait avoir un élément de taxidermie, c'est-à-dire qu'elle allait se faire complètement vider de ses entrailles et qu'à l'intérieur tu allais avoir le produit, une image, tu vois. Là-dessus. Au final, ils y vont pas là-dedans. Et je crois que pour moi, je l'interprète par contrainte. Ouais, peut-être. Mais bon, je projette sur le film. En tout cas, bon, le motif de la taxidermie, c'est l'idée d'avoir quelque chose d'artificiel à l'intérieur et de limiter la vie, entre parenthèses, limiter ce qui est vivant alors que c'est mort. Voilà, alors que c'est mort. Exactement. Donc bon, c'est un motif, c'est le thème du film. Le cinéma est un mélange parfait de vérité et de spectacle. François Truffaut. Donc on continue avec deux adaptations de Lovecraft. Donc la première, l'épisode numéro 5, c'est le modèle Pickman, réalisé par Keith Thomas. Voilà, qui est basé du coup sur la nouvelle de Lovecraft, Pickman's Model. C'est avec Ben Barnes, qui est un acteur que je ne connaissais pas. Et qu'on va peut-être vite oublier. Non, je déconne. Oh, de suite. Non, mais en plus non, je pense qu'il est pas mal. Hein. Mais après, j'aurais des trucs à dire sur son jeu. Effectivement, voilà. Je pense qu'effectivement il est trop. Il aurait dû être un peu plus tenu. Non, je sais. C'est gratuit. C'était gratuit, c'était méchant. Je pense que c'est pas la faute de l'acteur là. C'est pas la faute de l'acteur. D'ailleurs, c'est rarement la faute de l'acteur. Honnêtement, ça, il passe bien si tu veux dans. On va en parler peut-être du pitch d'abord, mais il passe bien. Moi, j'arrivais à croire que le personnage était jeune et vieux, tu vois. Il arrivait à faire croire à ça. Donc en effet, je pense que c'est plus un problème des prises qui ont été gardées, et on en discutera plus tard. Même ce qui est montré, de la direction d'acteur. Voilà, de la direction d'acteur que de l'acteur en lui-même. Voilà. Donc alors, il y a Bert Barnes et il y a surtout Crispin Glover. Crispin Glover, c'est vrai. Comment tu peux ne passer George McFly. George McFly, quoi. George McFly, exactement. Crispin Glover. Voilà, donc il y a un super acteur qui joue beaucoup dans des trucs justement chelous. Et dans maintenant, je crois qu'il a réalisé même des films underground et tout. Enfin bref, c'est un peu une institution. Mais aussi parce qu'il a joué donc le père McFly, le père de Marty McFly dans Les Retours vers le futur. C'est en tout cas son rôle le plus connu. Voilà. Et donc là, il joue il joue le Pickman, le Pickman éponyme. Alors, je vous fais vite fait le pitch. 1909 à Arkham, dans le Massachusetts. Will Thurber étudie l'art. Il rencontre l'étrange et mystérieux Richard Pickman, dont les œuvres sont effrayantes. Quelques années plus tard, en 1926, Will travaille désormais dans un musée et est devenu père de famille. Il est cependant hanté par des visions horrifiques, rappelant les œuvres de Pickman. Donc voilà, alors c'est intéressant. Bon, c'est vrai qu'on a fait une pseudo-adaptation des œuvres de Lovecraft avec Je ne suis pas Samuel Crumb. Ouais. Hein. Mais nous, c'est vrai qu'on s'était basé, on avait transposé des motifs un petit peu à l'époque de Lovecraft dans notre contexte, quoi. Et là, c'est vrai que c'est vraiment une adaptation de nouvelle. Qui se passe dans Arkham, donc il y a vraiment aussi, donc pour les rôlistes aussi qui jouent à l'appel de Cthulhu, t'as le plaisir de voir l'université miskatonique, des lieux un peu emblématiques d'Arkham qui sont décrits dans la nouvelle. Après, et c'est fait avec un certain savoir-faire, excuse-moi Nico, avec un certain savoir-faire et une production design, voilà, où moi c'est ça que j'ai apprécié le plus dans le film, c'est il prend au sérieux le matériau et c'est comme s'il y avait un peu de budget pour rendre concret ces décors qu'on a pu imaginer en lisant les écrits de Lovecraft. Après, voilà, c'est toujours comment tu t'empares de ce matériel-là et comment t'en fais plus qu'un simple décorum, quoi. C'est sûr que là, le film, justement, alors moi je connaissais pas le réalisateur, j'en avais entendu parler en mal, beaucoup, Keith Thomas, donc j'ai pas vu The Vigil. Et je n'ai pas vu non plus son remake de Firestarter qu'il a fait là cette année, mais j'avais entendu des échos critiques très négatifs. Voilà, il faut les voir, ils sont sur les plateformes aussi, j'imagine. Je ne sais pas. J'avoue que je n'ai même pas regardé. Je ne sais pas où ils sont. Non. Après, c'est censé être des films. Je crois que The Vigil est censé être intéressant pour les amateurs. Ouais. Et peut-être qu'il est sur Netflix. Je sais pas. Faut regarder. J'étais un peu sur mes gardes du coup, connaissant la réputation du Réa. Et en fait, bon, honnêtement,
je me suis dit, ah ok, en fait, finalement, c'était académique, en fait. Oui, oui. Mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que c'était plutôt... C'est marrant d'ailleurs qu'il a fait quelque chose d'académique, parce qu'on est sur des sujets d'académie et d'art et de beaux-arts et compagnie. Donc la réalisation est plutôt soignée, voilà, il y a des beaux cadres, hop, c'est très classique dans le découpage et compagnie. Mais c'est aussi la limite un peu du film. C'est peut-être trop sage. Ouais. Et bon, c'est plein de limites dans ce film. Mais en tout cas, voilà, je tiens quand même à signifier le sérieux avec lequel c'est fait. C'est fait par quelqu'un qui aime le matériau et qui le prend au sérieux. Ouais, après, je pense que ça, tu peux le dire de tous, tu vois, tous. Oui, bien sûr, mais voilà, c'est dans cette anthologie, il n'y a pas de tâcherons qui viendront... Après, voilà, moi, c'est vrai que, encore une fois, le problème avec Lovecraft, c'est que je suis pas un spécialiste, contrairement à toi. Mais je suis pas un spécialiste non plus. Mais disons que t'es quand même plus... T'as lu plus de nouvelles que moi, j'en ai lu 2 ou 3, mais c'est vrai qu'il y a toujours un truc sur... ça joue sur le choc mental d'être face à quelque chose qui te dépasse complètement. Et donc, quelque chose que ton esprit peut pas conceptualiser. Et c'est sûr quand tu fais du cinéma d'horreur, représenter ça, c'est un défi. Oui, tout à fait. Ou ne pas en tout cas, se poser la question de la représentation de ça et comment tu le fais véhiculer cette terreur-là au spectateur, parce qu'il faut que tu la fasses véhiculer au spectateur pour qu'il soit pris, c'est un défi. Et là, je trouve que c'est là en fait où le film se prend un peu les pieds dans le tapis, c'est qu'il montre trop. Il montre trop. C'est-à-dire que tu es confronté, toi, en tant que spectateur, à ces visions-là, qui sont des peintures un peu moches, quoi. Autant le dire, les croûtes à... non, mais j'y vais un peu violemment. Mais c'est vrai que c'est des peintures... c'est pas des peintures qui te choquent, tu vois. Et quand t'as le personnage qui voit les peintures, alors t'as des effets, les peintures s'animent un petit peu, il essaie de travailler un peu ça, mais que t'as le personnage qui sort et il vomit, tu fais, bon, c'est bon, t'as vu un fan art, quoi. C'est ça, mais c'est toute la difficulté. C'est la question de l'art dans l'art. Voilà, et c'est vrai que déjà le choix qu'il utilise d'utiliser des animations un peu sur un logiciel de compositing, sur After Effects, oui, sur là. After, ouais. Ils ont dû un peu faire 3D, un peu 3D, un peu d'effets tourbillons ou déformations. Oui, en tout cas, c'est animer l'image. Et un peu de son design qui fait... Voilà, derrière. Non, mais c'est ça le truc. Voilà. On connaît. On a utilisé cette soupe. On a utilisé, ouais, c'est ça. Non, mais voilà. Du coup, bon... Moi, personnellement, ça me terrifie pas. Mais du coup, c'est quand même... Voilà. Mais c'est une question assez passionnante. Comment tu vas représenter des choses qui sont problématiques. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu cinématographique à adapter ça. Quoi. Moi, là, ça fait un moment qu'on a fait Chrome. Mais si je devais refaire Lovecraft aujourd'hui, je pense que... Moi, ce que j'essaierais de faire, c'est d'essayer d'incarner l'immontrable à travers les procédés cinématographiques, à travers du montage, à travers de la forme elle-même du cinéma. Et là, c'est vrai que pour le coup, je trouve que il y a pas tant de réflexion et c'est juste montrer une... moi, je jouerais sur le temps, en fait, je pense. Ouais. Tu vois, j'aurais fait peut-être il y a un truc à faire sur le temps, la temporalité, modifier l'espace, le temps, qui sont des outils du cinéma, pour vraiment rendre compte de l'horreur ou de l'étrangeté, en fait. Et puis il faut là, pour le coup, c'est vraiment très superficiel et ça montre trop le visible et pas terrifiant, quoi. C'est superficiel, c'est prévisible et c'est attendu. Et c'est pas subtil, il y a pas de création aussi. Ouais. En fait, ça illustre un petit peu, c'est un travail d'illustration, c'est un travail de l'écrit de la nouvelle, voilà. Et je pense que ça aussi, ça se répercute un peu sur le jeu d'acteur. J'étais méchant au début, je parlais du jeu d'acteur de l'acteur principal. Et c'est vrai qu'il y a certaines scènes où je trouve qu'il en fait un peu des caisses, ou en tout cas on le laisse trop en faire des caisses. Alors moi j'aime bien le cabotinage de Crispin Glover, j'aime bien. Mais justement, mais après il est pas dans la retenue entre guillemets. Glover, en fait peut-être, je sais pas. Mais ouais, il a un côté très étrange, très avec son accent là. Et moi je le trouve assez savoureux. Mais c'est vrai que pour le coup, le personnage principal. Je crois que c'est le côté émotionnel, la fragilité qu'il montre, peut-être elle est un peu excessive, je sais pas, peut-être un peu excessive par rapport à ce que j'aurais aimé voir du personnage qui essaie de garder une contenance par rapport à l'horreur qui le traverse, quoi. Aussi, je trouve ce que on en parlait avant l'émission, toi c'est vrai que ce qui t'avais trouvé intéressant, c'était le lien entre la jalousie. Oui, mais le récit en fait, alors c'est moins présent, je suis en train de relire la nouvelle originale, mais c'est la thématique classique en fait de jouer du coup sur le fantastique, sur est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas. Et du coup, c'est un récit d'un peintre qui est jaloux de notre gars en fait, de notre artiste, qui est voilà. Et tu pouvais construire ton récit comme ça et garder l'ambiguïté. Est-ce qu'il est jaloux et seulement jaloux, ou est-ce que vraiment il y a quelque chose de monstrueux dans ce que fait Pickman, voilà, et qui va justifier le meurtre, son meurtre à la fin. Et je pense que focaliser son récit plus sur ça aurait été judicieux. Ça y est un peu en filigrane, mais c'est pas suffisamment subtil en fait. Et puis comme on dit, c'est trop évident que c'est bel et bien les peintures de Pickman qui ont un problème.
Tu vois. Oui, ben, On travaille pas sur la subjectivité en fait. Là, on devrait presque être sur la subjectivité du gars en train de se dire bon, est-ce que je suis en train de devenir fou ou est-ce que c'est la jalousie qui me bouffe de l'intérieur et c'est pas tant problématisé que Non, ça. c'est en pas fait. tant Par le problématisé. ouais, parce qu'il s'est renvoyé par 2-3 personnages qui lui disent ouais, t'es jaloux. Ouais. Aussi, je pense dans la structure du film, on a énormément de temps qui est accordé entre guillemets, au prologue, c'est-à-dire avant qu'il soit plus vieux et qu'il ait une famille établie. Et c'est vrai que je me suis dit, est-ce que ça aurait pas valu plus le coup qu'on arrive plus vite tu vois, que ce soit limite lui qui le raconte quand il est déjà âgé, Oui, qu'il a croisé ce type-là et que c'était... C'est la structure de la nouvelle de Lovecraft, elle est Ouais. basée classiquement, hein, comme il fait souvent Lovecraft, avec un protagoniste qui vous ne me croirez jamais et il parle dans son monologue. Mais oui, peut-être. Mais là aussi, c'est linéaire et c'est appliqué. Peut-être que ça aurait mérité un peu plus de sophistication. Ouais, sur les adaptations de nouvelles de Lovecraft, là, ce que j'ai lu récemment qui est pas mal quand même, c'est les Gutanabe. Ça a des limites, mais c'est quand même intéressant sur quand même pas mal de points, notamment sur le travail qu'il a fait, je trouve, sur les montagnes hallucinées ou sur un manga. Hein, qui est un manga, pardon. Qui Voilà, fait donc une c'est autre suite chose. en plusieurs tomes. Qui est quand même intéressante, Ouais. que je recommande. Oui, Mais- après la question de l'influence de l'arc aussi, il y a des questions intéressantes quand même qui sont posées par le récit. La question de l'influence de l'art qui est souvent agitée par les médias sur l'art qui provoquerait des catastrophes ou des meurtres voilà. Ça pourrait être pris vraiment thématiquement et mais le questionner justement par rapport à la jalousie et donc est-ce que ça vient de la peinture ou est-ce que ça vient de lui en fait, que la peinture n'est juste un reflet. Et ça, voilà. Et pour le coup, là, t'as un film film chouette, quoi. Qui pose, thématiquement riche, quoi. Et là, c'est vrai que voilà, le conflit, du coup, il est presque entièrement externe. Il est externalisé. C'est la faute de l'autre. C'est vrai. C'est la faute de l'autre. Et aussi, quelque chose qui n'a rien à voir, mais que je me disais, par rapport aussi à la monstration, je sais, un peu plus tard, on nous montre une des créatures. Donc c'est la goule. La goule du qui bestiaire Lovecraftien, quoi. Ouais. Et encore une fois, là, quand tu montres ça, tu la montres en plein jour, direct, tu la fais bouger. Bon, déjà, tu vois le CGI. Mais en fait, c'est ça. Alors, je pense qu'encore une fois, c'est vraiment un truc de fan, en fait. C'est une posture particulière. Je pense qu'à un moment, quand tu fais un film, tu adaptes quelqu'un que tu révères, ou n'importe quelle œuvre, quoi, faut arrêter d'être un fan, en fait. Tu peux être fan, mais il y a un moment où c'est ton expression. Ton premier commandement, c'est ton œuvre, enfin, ta manière de t'emparer du truc, quoi. Et pour le coup, bon, là j'ai l'impression qu'il s'est fait plaisir en modélisant sa goule en 3D là et compagnie, mais c'est vrai qu'on voit trop. Et même si du coup elle est pas effrayante. Elle est pas effrayante. Non. Encore une fois, bon, le classique, hein, l'esprit humain, pour vraiment arriver à de la terreur, il vaut mieux essayer de faire naître l'horreur dans la tête de la personne, donc le lecteur, le spectateur, plutôt que de la montrer à l'écran. Et c'est pour ça qu'un film comme Alien, par exemple, fonctionne encore aujourd'hui. On est dans l'évocation, en fait. Là, jamais il y aura quelque chose de plus horrible que l'horreur personnelle que le spectateur va se créer, quoi. Et pour le coup, Keith Thomas, malheureusement, c'est pas un de ses credos. Je pense que c'est un fanboy, hein, vraiment, mais j'ai de la sympathie pour ce qu'il fait, mais pour le coup, bon... Après, moi aussi, je trouvais un truc intéressant où le sentiment d'horreur il est clos un tout petit peu, c'est quand tu sens que la folie se propage un petit peu à la fin du ça fait un peu In the Mouth of Madness de Carpenter. Ouais. Et ça c'est un truc que j'aurais bien aussi, là aussi, tu vois, ou partir sur ce... Mais bon, ça dure que la dernière séquence, en fait. Ça dure pas assez, peut-être, Donc voilà, toujours pareil, c'est intéressant, moi je reconnais des qualités quand même au film, hein. Mais pour le coup, je ne peux que comment dire. Pour moi, c'est quand même un des plus faiblards. Enfin, voilà. Oui, peut-être. Pas le plus faiblard, mais c'est un des plus faiblards quand même. Même si, évidemment, t'as un plaisir, mais il faut dépasser ce plaisir-là pour en faire quelque chose. Bien sûr. Donc on continue avec le 6e épisode de cette anthologie, La Maison de la Sorcière, Dreams in the Witch House, toujours adapté de H.P. Lovecraft. Donc c'est cette fois-ci Catherine Hardwicke, la réalisatrice de Twilight et des Seigneurs de Dogtown, qui réalise cet épisode. Moi, c'est un épisode que j'ai trouvé assez influencé par la Hammer, ou l'esthétique un peu hammerienne. Un peu comme le deuxième. Alors, j'ai pas lu Dreams in the Witch House, pardon. Je sais juste qu'il n'y a pas cette histoire de sauver sa sœur dans le monde alternatif. Voilà. Je crois de mémoire que c'est censé être un étudiant en mathématiques qui emménage dans l'hôtel où il y aurait eu cette sorcière qui aurait vécu et qui commence à s'étonner des proportions de l'architecture de sa chambre. Voilà. Tu peux nous lire le pitch de l'épisode du coup ? Oui, alors il est assez court, hein. Walter Gilman a été jadis témoin de la mort de sa sœur jumelle, Epperley. Il va tenter de la faire revenir.
C'est très court. C'est très gros. Je sens que certains, en fait, je sens que les résumés, il y a Sur certains qui disent bon, Wikipédia. l'épisode est peut-être pas le meilleur, donc on va y On aller. va pas s'embêter. On va Mais faire moi, assez je peux simple. rajouter quoi je peux... Et bien du coup, il va commencer à prendre de la drogue pour voyager dans le monde alternatif où sa sœur végète et il va faire la rencontre d'une sorcière étrange qui va profiter de ses visites pour essayer de revenir à la vie. Voilà, donc il y a un peu ce truc d'essayer de sauver sa sœur et empêcher la sorcière de revenir. Voilà, dans les jeux entre les dimensions. Alors Nico, c'est ton épisode préféré? Ouais. Après non, mais tu vois, tu te dis bon, ok, la réalisatrice de Twilight, tu vas pas partir, tu te dis Non, mais en c'est plus, pas nécessairement à cause de la franchise que tu vas partir en te disant ça va être Non, le plus mauvais. Non mais en plus c'est comme le précédent en fait, Ouais. c'est fait avec sérieux, la mise en scène est travaillée sur la fabrication. Il y a 2-3 fois où je me suis dit ah ouais là elle filme ça un peu n'importe comment. Mais moi en tout cas voilà, même s'il y avait déjà des problèmes je trouve dans le précédent, c'est celui où on sent qu'il y a quand même le plus de mal à filmer ce qui se passe en fait. Oui. Il y a notamment 2-3 passages où donc le protagoniste qui est joué par Rupert Grint, ancien acteur de la saga Harry Potter, qui se retrouve dans les limbes plus ou moins et qui est dans une forêt et qui se fait choper le bras par une liane en fait. Et c'est là on sent en fait que quand elle doit filmer le mouvement et filmer donc le fait qu'il doit se faire ramener dans le monde réel puisqu'il est dans un monde alternatif, elle sait pas comment filmer ça. Et Non, on sent en fait que c'est Rupert Grint qui marche avec une liane en je sais pas quelle matière qui le tire. c'est dommage parce que le décor est plutôt joli et Oui. voilà, enfin c'est vraiment l'imagerie un petit peu gothique en Oui. fait. Et enfin, encore une fois voilà, moi je dis bravo les chefs décorateurs Oui, sur et le puis projet. même voilà, chouette. il y a un soin qui est apporté à cet univers-là. C'est pas pris de haut, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de passages où je me suis dit qu'elle savait pas trop comment filmer les éléments en fait de son récit. Et je pense que c'est aussi parce que, comme tu dis, il y a, à la base de la nouvelle, il n'y a pas cette histoire de fantôme qui est purement quelque chose donc qui est un transfuge du récit gothique. Et j'ai l'impression en fait que la fusion entre le récit de fantôme et le récit classique de Lovecraft, ça fait deux films qui sont pas super compatibles en fait. Et tu as raison, effectivement, le film gothique est-il solvable dans l'univers de Lovecraft? Je sais pas. Parce que c'est vrai que il y a deux récits, tu disais, il y a un film de malédiction. Ouais, alors on en discutait. Moi, c'est vrai que pour moi, il y a, dans la résolution, en fait, il y a quelque chose d'assez bordélique où on a la résolution du film Fantôme où le personnage arrive à faire le deuil. En tout cas, il arrive à se libérer de son trauma et à libérer sa sœur. Et en même temps, parce qu'il a brisé un tabou, il est puni et la sorcière s'empare de son corps. Après, voilà, dans la tentative, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était l'idée d'essayer de faire un film plus, donc je parlais de la Hammer, plus d'aventure. Un petit peu. Il y a un petit côté film d'aventure, ils essaient, ils vont dans notre monde, ils essaient de ramener un esprit pour sauver quelqu'un, compagnie. Pourquoi pas un film un peu plus léger? Alors, c'est pas rigolo de faire ça avec du Lovecraft. Mais effectivement, je pense que là où la greffe fonctionne pas, c'est à la fois l'histoire gothique spectrale et le film de malédiction Lovecraftien. Ouais, il y a trop de films narratifs là et c'est pas suffisamment bien articulé, quoi. C'est la cohérence, je pense, de ton univers en fait. Moi personnellement, j'avoue que j'étais un peu paumé dans le film sur les règles en fait. Oui. La sorcière, c'est qui, tu vois? Qui est ce rat? Bon, après, tu vois, on n'est pas obligé de répondre à ces questions. Hein. Non, mais comme il y a déjà plein de petits pistes il y a les limbes aussi. Oui. Il y a les limbes. Pourquoi la sorcière elle est liée aux limbes? T'as un moment par exemple aussi où le personnage il se fait choper par la sorcière, il se fait embrasser, mais il est pas immédiatement ça n'a maudit. pas de conséquences. Enfin, ça a des conséquences plus tard, mais tu comprends pas très bien pourquoi en fait. Mhm. C'est-à-dire qu'il se fait embrasser, il sort, t'as l'impression qu'il n'y a pas de problème, puis il arrive dans l'église et il commence à être mal en fait. Et t'as un peu la sensation que faut qu'on rajoute des briques là, vas-y, on a besoin qu'il s'en sorte, mais on a besoin qu'il y ait un enjeu sur le troisième acte, parce que sinon il a sauvé sa sœur, entre guillemets. Ça part un peu dans tous les sens. Et c'est pas aidé, je trouve, aussi par une mise en image parfois qui sait pas trop comment se débatouiller avec les éléments qu'elle convoque, quoi. Avec les scènes d'action, peut-être un peu. Surtout avec les scènes d'action. Par exemple, la scène où t'as Rupert Grint qui se fait aspirer ils sont dans l'église et il est attiré. Et c'est vrai qu'il fait un peu de la cabriole. Elle a beau un peu désaxer sa caméra, tu sens qu'il y a quelque chose qui marche pas. Et que c'est Rupert Grint qui joue le gars qui se fait tirer par l'arrière. Un peu de manière un peu de chipouille, quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai. Après, encore une fois, comme tu dis, c'est ambitieux de faire un film d'aventure. Oui, c'est le côté aventure qu'on peut avoir. Je vais parler du jeu de rôle, l'appel de Cthulhu. Il y a une dimension pulp, un petit peu, chez Lovecraft, parfois. Donc oui, je pense que ça se justifiait de cette tentative-là. Après, c'est vrai que d'aller greffer
Mais en fait, je pense qu'il s'est heurté aussi au fait de... Dans les personnages d'horreur, parfois dans les nouvelles, les protagonistes sont à peine esquissés parce que c'est pas eux le sujet et c'est l'antagoniste qui est plus travaillé, tu vois. Et là, je me dis, elle s'est dit, mais ce personnage, s'il a pas d'objectif, on comprend pas pourquoi il va aller dans ce monde ou quoi. Et je pense que c'est ça qui est... Du coup, l'articulation entre les deux, c'est un peu bancal. Et je pense aussi qu'elle voulait faire un conte gothique et que elle s'est peut-être dit à la fin il faut un peu plus que ça, tu vois. Enfin, moi honnêtement je te dis c'est vrai que j'ai trouvé que la fin qui apparemment vient de Lovecraft, mais avec toute cette histoire de fantômes, l'ironie qui se fasse bouffer de l'intérieur, ça faisait vraiment on a besoin que ça se termine mal, donc vas-y. Après chez Lovecraft t'as pas l'idée de sauver le spectre. Le spectre, je crois pas. Enfin, après, bon, j'ai pas relu, encore une fois. Bon, assassinez-nous dans les commentaires si c'est le cas, mais il me semble pas qu'il y a des histoires de spectre. Donc, effectivement, t'as plus un truc noir dès le début, simple, classique. Enfin voilà, après, bon, une tentative de plus. J'espère qu'un jour, on aura une adaptation. Enfin, je sais pas si... Dans les adaptations de Lovecraft... Il n'y a pas besoin, forcément. Enfin, mais dans le genre, on adapte Lovecraft avec son décor. Ben, peut-être que si un jour Del Toro arrive à se relancer dans Les Montagnes Hallucinées, mais bon, ça c'est... Ouais. Parce qu'il y a eu déjà quelques adaptations, non ? Il y a des films à petit budget. Oui, il y a toujours des adaptations dans les fans, des petits films à petit budget, mais... Le plus gros, c'est L'Appel de Cthulhu. Ah, le film muet, là ? Le film muet, ouais, c'est ça. Non, c'est pas vraiment gros, c'est un fan film. Enfin, c'est un film qui a tourné... donc c'est un film, pour ceux qui écoutent, L'Appel de Cthulhu a été fait par une convention des fans de Lovecraft qui font un festival aux États-Unis. Et ils l'ont fait à la mode, comme si c'était fait... pendant le cinéma muet. Du coup, ça reprend les codes du film muet, sauf que c'est tourné à la DV, en fait. Voilà, donc c'est pas un film gros budget. Enfin, c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de budget, quoi. Ils le tournent à la DV, d'ailleurs. Ils auraient tourné en péloche s'ils avaient pu, quoi, je pense. Non, il n'y a pas... Justement... c'est l'espèce de fantasme de fan, mais je sais pas si ça sera réalisé, quoi. Bon, en tout cas, Del Toro voulait le faire, quoi, les montagnes hallucinées. On verra. Bon, en tout cas, Catherine... prochaine fois. Voilà. Avant-dernier épisode de cette anthologie... The Viewing, l'exposition de Panos Cosmatos. Alors, le pitch. Lionel Lassiter est un homme riche, vivant, reclus. Il invite 4 personnes dans sa belle demeure. Le musicien Randall Roth, la physicienne spécialisée dans la vie extraterrestre Charlotte C., l'auteur à succès Guy Landon et le prétendu voyant Targ Reinhardt. Ils vont se lancer dans une expérience psychique via des substances psychotropes. Donc le dernier film de Panos Cosmatos, on avait vu Beyond the Black Rainbow il y a quelques temps. Voilà, qui était un film trip un petit peu, atmosphérique, étrange, qui était déjà dans une esthétique assez marquée, comme celui-là qu'on va voir, on va parler discuter, là. Mais oui, ben celui-là, personnellement, c'est peut-être quand même un de ceux que j'ai le plus apprécié. Ouais. C'est dans le top 3, je dirais. Ouais. Même si j'ai des choses à redire. Voilà. Bon, du coup, je dirais que pour moi, il y aura un duo qui survole. Même celui-là, peut-être qu'il pourrait arriver au duo. Parce qu'il y a un réalisateur qui a une empreinte, qui a un style assez affirmé. Donc, on n'est plus dans le Lovecraft, là. C'est fini. On n'est plus dans le Lovecraft, c'est terminé. Quoique, ça pourrait être un récit de Lovecraft. Il y a en tout cas une empreinte plus visible au niveau du filmage, quoi. Presque la forme est plus le sujet, quoi. Ouais, voilà, je dirais. C'est un peu la vanité peut-être aussi de son projet. Projet aussi. C'est voilà, l'intérêt, la limite de ce film-là. Donc c'est une forme, comment on pourrait la qualifier alors ? Bref, on a dit fétichiste, oui. C'est le bon terme. Je pense que c'est donc un effet très pellicule. Donc ça se passe dans les années 70, 80, je crois. Ouais. La musique électro, un petit peu années 80, synthwave, des couleurs assez marquées aussi. Un univers bichrome un petit peu, très chromatique. Qui tire vers les oranges et rouges. Et avec des lumières très diffuses, quoi. Et du coup, c'est une conversation. Donc les gens sont amenés dans un lieu où il y a ce milliardaire. Voilà, et c'est une conversation autour d'une table. Et c'est quasiment l'essentiel du récit, où en gros on est plongé un petit peu dans cette ambiance, de ce bain culturel. On va parler de musique, on va parler entre guillemets donc art, et donc on a ces 4 personnes qui sont ramenées par ce riche propriétaire qui veut leur montrer quelque chose. Non sans leur faire goûter quelques petits plaisirs, le meilleur alcool, la meilleure drogue. Puis il y aura un dénouement ensuite un peu plus classique,
Parce que Ouais. donc ça va être une œuvre, enfin on sait pas au début, ça aussi c'est intéressant, que Ouais. donc c'est considéré comme une exposition, presque un truc d'art contemporain quoi. C'est du viewing, hein, donc l'exposition. Mm. Et c'est un artefact en fait, qui pourrait être un artefact Lovecraftien, une espèce de monstruosité qui s'actionne parce qu'un personnage fume dessus, je crois. Je crois. Ouais. Bah, c'est peut-être un peu facile, bon. Ouais. Et du coup, une entité monstrueuse sort et commence à absorber tous les gens autour. Et puis c'est parti. Ouais. La destruction du monde. Après, moi j'étais bien en fait dans leur discussion. Ouais. L'ambiance, les acteurs sont chouettes. Peter Weller, donc Peter Weller, donc l'acteur star de Robocop. Voilà, qui il est joue, dans Le Milliardaire. Le milliardaire, ouais. Qui est qui parle avec beaucoup de bagou sur ses capacités offertes par la richesse et compagnie. Bon, voilà. L'ambiance et tout ça, moi c'est plus ça en fait qui m'a séduit. On les voit discuter, ils sont un peu rigolos tous les personnages autour, voilà. C'est un film du coup qui a pas énormément, qui a un récit très très court en fait finalement. En fait il y a un côté Tarantino un petit peu peut-être dans la discussion. L'objet de la discussion c'était quoi? La raison de leur présence ici. Ouais, la raison de leur présence Et ici, ouais. leur capacité créative, jusqu'où ça peut les mener, quoi. C'est vrai. Et comment, du coup, l'excellence là, de supposer de tous les gens présents. Voilà. Et tout ça renversé suite à à la découverte de cet artefact. Artefact, ouais. Mais c'est vrai que la question, ouais, c'est le style sur la substance, quoi. Ouais. Il y a un côté art pour l'art. Ouais, j'ai un peu eu cette sensation, même si je suis entièrement d'accord avec toi sur l'ambiance, sur ces personnages-là, mais j'ai pas eu la sensation qu'il en faisait au final, et ça se sent en fait dans la résolution. Bah oui, qu'il en faisait quelque chose en fait. La fin porte la question du sens. Voilà. Souvent de l'œuvre. Enfin, pas toujours, mais en tout cas, la fin peut porter la question du sens. Et c'est vrai que bon. Encore une fois, là. C'est très classique du coup, la fin, là, ce qu'il propose avec des gens qui donc libèrent une catastrophe sur l'humanité. Oui, ici, on pourrait gloser sur des super riches qui jouent un petit peu avec des pouvoirs qui les dépassent et qui produit oui, quelque chose d'inarrêtable voilà. Derrière. Mais disons que même si en effet je te dis j'étais bien dans les 30 minutes et je vois l'expérience esthétique, au final il cherche plus une expérience d'essence qu'un récit sensoriel, ouais. qui va t'évoquer un sentiment d'horreur. En tout cas à la fin tu fais ah. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est paradoxal parce que c'est le moment où tu es censé avoir en tout cas dans ce type de récit, être le plus éveillé par ce que tu vois. Et moi j'étais plus éveillé en fait avant qu'ils rencontrent la créature et qu'en discuter ensemble, quoi. En fait, ça donne presque l'impression que Panos, il a eu son petit chèque pour faire son film d'horreur. Et il a... Presque, c'est vrai que la créature est... En fait, pourquoi ça nous paraît... je me pose la question, alors, pourquoi ça nous paraît un peu inintéressant, en fait, la fin avec la créature? Parce que il continue un peu ses expérimentations formelles. Ouais. On va dire qu'elle a une certaine forme, la créature. Comme d'habitude, hein, dans tous les films, bon, ils ont un peu travaillé le look de la créature, pourquoi pas, quoi. Après, j'ai pas été très passionné par les déformations qu'elle entraîne sur les personnages. Les déformations corporelles. Ouais. Enfin, toute la partie, en fait, fantastique, je le trouvais plus convenu, en fait, que tout le reste, en fait. Ouais, c'est ça. Finalement. Du coup, ça pose la question de la pertinence dans cette anthologie, quoi. Même si le film est sympa, le film a une personnalité et qu'on peut être sensible du coup à ça, mais est-ce qu'il a pas un côté un peu vain? Il a un côté vain. Il a un côté chic et choc. Après, c'est marrant parce que du coup, ça va bien avec son art, quoi. Il fait les trucs années 80, un peu branchou. Il le fait bien. Il le fait bien, hein, la dimension sensorielle est travaillée comme dans le film, les couleurs, le grain. Il y a un travail sur la texture de l'image, et puis il y a un côté savoureux dans les échanges entre les comédiens ou quoi. Mais c'est vrai que ouais, mais ça se retrouve pas dans la résolution. En fait, il n'y a pas de récit dans l'absolu. Après, bon, on n'est pas obligé toujours d'avoir un récit. Non, mais il s'inscrit dans le récit. En fait, tu vois, ou alors ça donne l'impression que c'est presque la contrainte. Ben voilà, je vous fais votre film d'horreur là, à la fin là. En fait, le truc, je vais vous le faire rapido, 1, 2, 2 et puis. Quitte à aller sachant que c'était un peu ça dans Beyond de Black Rainbow. C'est vrai qu'il y avait du giallo un peu, non? Ouais. Il y avait du slasher à la fin. Il y avait du slasher. Mais c'est vrai que c'était pareil dans Beyond Black Rainbow, c'était un peu nul. Enfin, c'était pas génial la résolution en fait. En fait, le truc que je me dis, c'est presque que j'aurais voulu qu'il aille vers un truc plus abstrait sur la fin. Oui, moi aussi, ouais. Et qu'il pousse sa logique sensorielle jusqu'au bout. Tu vois, quitte à dire, ok, j'ai rien à. C'est pas que j'ai rien à raconter. J'ai rien à raconter, non, mais je suis plasticien. Voilà, je suis plasticien et donc je vais vous faire une expérience. Voilà.
des formes, je vais aller au bout de mon trip sensoriel et ouais, peut-être en fait je crois que c'est ça, c'est que l'expérience aurait pu être plus... Le climax promis retombe un peu à plat pour moi. Ouais, c'est ça. Moi je sens pas le vertige kaléidoscopique qui était promis par cette le trip, ébauche de drogue. Le trip, en fait, voilà. le trip. C'était le trip, c'est ça. En fait, ils nous promettaient 2001 et on voulait voir voit- le space trip et en fait au final, bon, c'est un monstre qui est lâché sur la ville, Qui sort des égouts, quoi. sur des égouts, voilà. C'est pas Ouais. le même film, en fait. C'est... Ouais, il y a un collage un petit peu qui est ouais. malheureux. Bon, on va dire que c'est fait partie de l'esthétique du monstre, quoi, d'avoir Ouais. des collages un petit peu hasardeux, mais bon, là, quand même, pour le Mm. coup. Donc, oui, donc c'est à voir. Enfin, c'est plaisant comme film, Mm. mais effectivement, la promesse n'est pas tenue, finalement. Et il y a un petit côté petit malin aussi de Thanos, Ouais, mais un bon. petit peu, ouais. Mais Un bon, petit peu aussi. c'est pour ça que ça m'étonne pas qu'il tienne pas sa promesse. Mais... Ouais. Non, mais c'est vrai, je pense que t'as raison, il aurait dû aller à vraiment dans les formes, les couleurs, l'expérimentation formelle. Et il le justifie par l'espèce de découverte extraterrestre, et Voilà. ça aurait été très bien. Hein. Il n'y a pas besoin de plus, en tout cas. Ouais. Et là, c'est vrai qu'il a plus convenu quoi, sur sa conclusion. Ouais. Et donc, on termine cette anthologie avec le 8e épisode, réalisé par Jennifer Kent, qui s'appelle The Murmuration, d'après une histoire de Guillermo del Toro, que Jennifer Kent a réécrite pour l'occasion. Jennifer Kent, c'est la réalisatrice de Monsieur Babadook. C'est aussi la réalisatrice d'un film que j'ai pas vu, je sais pas si tu l'as vu toi, The Nightingale. The Nightingale, non, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Voilà, mais il faudrait qu'on le rattrape qu'on le celui-là. Babadook était déjà un film fantastique autour des violences d'une mère sur un enfant. On va dire. Ouais. Voilà. Choses qui reviennent un tout petit peu, là. Oui, qui est un motif qui revient en plus, effectivement. Je te propose de résumer le film en lisant notre bon vieux résumé Wikipédia. Nancy et Edgar Badley sont deux ornithologues étudiant notamment les murmures des Sturnidae. Le couple a récemment perdu leur fille, Ava. Pour poursuivre leurs travaux au calme, ils se réfugient dans une maison isolée. Ils vont y voir d'effrayantes visions. Donc, ce film-là, c'est vraiment, je pense, l'autre grande réussite de cette anthologie. Ouais. Toi-même, tu dis que c'est celui-là que tu as préféré. Moi, c'est vrai que de tous, je pense que c'est celui que j'ai le plus apprécié. Même si, voilà, The Autopsy. The Autopsy, David Pryor, c'est ça? David Pryor. Ouais, était pas mal, était bien aussi. Celui-là, j'ai trouvé que c'était peut-être le plus équilibré. Peut-être qu'il a une forme de classicisme aussi, bon, qui peut être un petit peu sa limite. Mais je trouvais, ouais, les acteurs étaient vraiment super, les deux, quoi. Notamment l'interprète principal, AC Davis, qui est la même actrice que sur le Monsieur Babadook. Monsieur Babadook. Au niveau du travail, de la mise en scène, je trouvais que c'était voilà, avec des cadres super élégants, tout un travail sur... parce que bon, c'est une histoire de deuil, avec un couple qui s'éloigne dans cette maison, donc une maison qui est hantée. Et comment elle travaille l'éloignement progressif. Vraiment, sur la spatialisation, on a différentes stations dans le récit où on sent que le couple, il se dégrade, et comment, dans le cadre, en fait, ils sont de plus en plus éloignés l'un de l'autre. Je trouvais que c'était justement de la narration visuelle. Et on sent qu'il y a une réflexion sur la mise en scène qui va au-delà juste du pastiche ou de l'hommage comme on pouvait avoir sur d'autres récits, quoi. Tout à fait, c'est classique, mais c'est bien incarné, quoi. Voilà. Et moi, je trouve que c'est le récit le plus émouvant, Oui, en aussi, fait, qu'il voilà. y a du lot, en fait. C'est ça. Peut-être que la portée métaphorique du récit, l'histoire de fantôme, donc de deuil à dépasser, est peut-être trop visible, mais que pour le coup, on était vraiment pris émotionnellement dans la tragédie de ces deux personnes, quoi. En tout cas, selon nous, parce que, moi, c'est vrai, comme tu dis, les acteurs sont remarquables. Hein. Je citerai aussi Andrew Lincoln, Andrew hein, Lincoln, ouais. connu pour le rôle de Rick Grimes dans Walking Dead, qui est aussi très adroit dans sa peinture de ce personnage-là. D'homme frustré. Donc frustré, mais qui a des nuances et qui aime, qui essaie. Pour le coup, c'est marrant parce qu'on a, par rapport à The Outside, le film Ouais. de Anna Lilia Arpo, Ouais. il y a aussi donc ce personnage de Marie qui est à côté du protagoniste. C'est pas lui le protagoniste. Ouais. Mais pareil, il a des éléments proches. C'est un personnage qui est quand même attentionné, qui, voilà. Mais je trouve que là, il est réussi, quoi. Plus. Ouais.
Et en même temps, il fait des conneries. Il fait des conneries. Et ça tient en fait. Ça marche. tient. Oui, et t'es pas dans un, comment dire, tu vois, où tu pourrais te dire, ah ouais, il va devenir de plus en plus abusif Oui, avec elle bien et tout sûr. ça. Il y a une perte de compréhension entre les deux, de synchronicité, on pourrait dire, comme Ouais. pour les oiseaux, quoi. Et ouais, t'es quand même, malgré tout, même si tu vois qu'il merde et qu'il est parfois peut-être un peu pressant, tu peux. Bah, en fait, c'est pas ça, c'est que il merde. Il merde. Il est pas. En gros, la personne en face, elle est dépressive. Oui, oui. Et comment tu arrives à gérer ça? Et puis, lui c'est aussi. compliqué, je pense. Enfin voilà, c'est vraiment difficile. Hein, Ouais. c'est vraiment un challenge. Quand tu partages ta vie avec quelqu'un qui peut être dans cet état-là, je pense que c'est difficile de pas Et puis être lui aussi, frustré, quoi. Et lui aussi, il sort de Et ce aussi, deuil-là. Et lui aussi, il a son deuil à gérer. Je sais Voilà, pas en trop, tout cas, hein, je trouve qu'on arrive à garder l'empathie. On n'est pas Oui, dans oui, un oui. truc où on dit ouais, j'aimerais qu'il crève, ou ce genre de Et réflexe qu'on pourrait avoir sur des récits de ce Ah oui, de ce tout à type-là. fait. Mais justement, aussi, le film ne tient pas sur ça. Mais en fait, Ouais. le film tourne vraiment plus du côté des récits classiques de fantômes, le Tour d'écrou d'Henry James et compagnie, où on peut citer Les Innocents de Jack Layton. Ouais. Voilà, donc des récits psychologiques plus. Et enfin, moi je trouve aussi ça m'a fait penser au cinéma de Del Toro, donc c'est lui qui a proposé le sujet, parce qu'il y a l'idée à travers l'expérience surnaturelle d'avoir un moment de catharsis et émotionnel. C'est très Del Toro ça. Voilà. Ouais. Et pour le coup, moi j'ai même l'image finale, tu Oui, vois, où elle se fait emporter par les oiseaux là, par enfin, du moins qui ont ce phénomène de murmuration qui est, je crois, un phénomène donc où ils arrivent à deviner les trajectoires et à créer des formes un peu abstraites dans le ciel. Elle fait partie de ce mouvement-là, et c'est vrai que oui, c'est un plan fort, quoi. tout à fait. Pour le coup, là, voilà, c'est vrai que l'idée de la catharsis qui est pas tout le temps réussie sur chaque récit, je trouve que là, ça tenait. Et que pourtant, pour quelque chose qui pourrait être cliché, quoi, l'histoire de deuil et de non, mais fantôme. l'histoire alors moi c'est vrai que pour le coup, je n'emploie pas le terme cliché, moi je parle du coup de classicisme. Ouais. C'est classique, moi c'est vrai que je l'ai trouvé un peu plus prévisible. Hein. Oui. Malgré tout, c'est vraiment un des meilleurs films. Hein. Mais c'est vrai que c'est ça qui fait que je préfère The Autopsy. J'étais plus surpris par The Autopsy. Un peu plus prévisible. Pareil, je me suis demandé des fois, alors je sais pas là, c'est peut-être ma subjectivité plus que mon expertise quoi, qui joue. Le personnage de Essie Davis, c'est compliqué d'écrire quelqu'un de dépressif parce qu'il y a beaucoup de mouvements un peu qui font que tu peux être agacé par le personnage. Mais comment tu arrives à trouver de la nuance dans. Ben, je trouve que ça tient quand même pas mal, quoi. Ouais, Alors, je sais pas si ça tient à l'actrice plus qu'à l'écriture, en tout cas au jeu de l'actrice, mais j'ai trouvé malgré tout, même si oui, tu peux avoir ce truc de. Forcément, il y a un petit truc Parce qu'elle est frustrante. Tout le monde est frustrant dans ce type de récit, mais en fait la difficulté pour un personnage dépressif, c'est on n'est pas dans sa tête. Enfin là on l'est un petit peu parce qu'on voit les visions qu'elle voit. On entend ce qu'elle entend. Voilà, ce qu'elle entend. Mais les conflits intérieurs, c'est tout l'enjeu pour au cinéma d'arriver à les refaire sortir, quoi. Parce que c'est vraiment des conflits intérieurs, quoi, total. Et c'est difficile de les rendre cinématographiques, en fait. Elle s'en sort plutôt bien quand même, malgré tout. Justement par l'entremise du fantastique, qui est classique aussi. Ouais. On joue sur le hors-champ. D'ailleurs, c'était peut-être un des trucs. Oui. Bah, après, enfin, de mes reproches. Voilà, c'est sûr que la manifestation, le poltergeist. N'a pas un look très original. Voilà, comparé aux autres, c'est le poltergeist lambda, quoi. Après, ouais, sur les séquences de fantômes, c'est pas là où c'est le plus original. On va jouer sur le hors-champ, sur le son, sur le cliché de l'enfant qui appelle sa mère, ce genre de choses. Mais encore une fois, je pense que c'est fait avec je dirais, une empathie pour ces personnages. Une empathie pour ces personnages qui fait que ça tient. Mais le sujet qu'ils font, donc, du coup, l'étude des oiseaux et compagnie, c'est un cadre original. Oui, et c'est ça qui rattrape un petit peu aussi, qui fait que le film tient, en fait. Et aussi l'atmosphère du coup qui est dans ce duel, ce face-à-face entre ces deux. Dans cette île isolée, il y a une mélancolie que je trouve aussi qui fonctionne très bien quand même. Il y a une tristesse qui se dégage quand même, moi qui m'a touché quand même. Oui, tout à fait. Mais le film est touchant. Franchement, c'est un des récits qui est émouvant, quoi, qui fonctionne sur le plan émotionnel. Et c'est pas c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est notable. C'est pour moi une des grandes réussites, surtout avec l'approche très classique. Mais ça veut dire aussi qu'elle tient, que c'est tenu, en fait. Ouais, c'est tenu. Alors, ça me fait penser parfois aussi, il y a des réminiscences un peu Hitchcockiennes. Évidemment, on peut penser aux oiseaux, il y a notamment en haut dans le grenier, on voit les oiseaux qui restent là, il y a quelques images qui sont assez chouettes. Donc Hitchcock, donc je disais que Jack Layton, effectivement. Les Innocents. Ne vous retournez pas aussi, un film de Nicolas Roeg, quoi, sur un couple qui se déchire autour de la perte d'un enfant. Ouais. Donc voilà, c'est
C'est un film d'ambiance, c'est un film d'atmosphère. C'est un film qui n'est pas dans la citation. Un peu Hitchcock. Enfin, Après, peut-être pas totalement, tu vois, ça Ouais. n'englobe pas tout le récit. Bien sûr. Non, en mais effet, ça n'en pas le récit. Non, mais c'est pas un film de petit malin. De toute façon, Voilà. il est d'un classicisme. Pour qu'il fonctionne au premier degré, il peut pas être dans la référence. Ouais. C'est là, vous avez vu Vous avez vu, ah, vous avez vu. voilà. Non, ça marche pas. Mais ouais, non, je Et c'est trouve- aussi la noblesse de ce film. Voilà. De pas être dans. D'embrasser le sujet, enfin voilà, D'embrasser son de- sujet, ouais. d'embrasser son sujet, de pas se prendre plus malin que ses personnages ou son sujet, quoi. Et donc voilà, donc c'était le dernier épisode. Donc maintenant, il va conclure ce podcast. On espère qu'il y aura une saison 2. Ben ouais, moi je trouve que bon, j'ai quand même pris du plaisir à voir ces, même malgré, voilà, même s'il y en a certains où j'avais des bémols, je trouve que l'expérience était assez intéressante, notamment parce que ça permet de se positionner sur qu'est-ce qui marche en horreur, quoi. Qu'est-ce que Ouais, et puis ça fait émerger des talents aussi. ouais, voilà aussi. Parce que, mine de rien, les films sont très différents. Il y a Mm. beaucoup de propositions Ouais. qui sont très hétérogènes. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est pour ça que cette série, je pense que ça vaut le coup. Et j'espère que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petit truc de contrebande où Del Toro, il fait son petit pool, là, tu vois. Mhm. Et bah, tant mieux si ça permet de faire émerger des talents. Voilà, bon, même si bon, Jennifer Kent ou d'autres ont déjà fait Oui, des ils films. sont hein, déjà mais- entre guillemets assis, même bon, ça reste toujours une économie qui est compliquée. Eh oui, les films de- d'horreur, de- voilà, les films c'est sûr d'horreur. que c'est. Donc avoir la capacité de faire des récits avec un budget confortable, je pense que c'est Oui. quand même bien. En tout cas, si vous aimez les anthologies, on ne pourra que vous recommander la 4ème dimension. Hein, donc, c'est les classiques des années 50 créés par Rod Serling. C'est vraiment la référence hein, en termes de récits comme ça. Ils sont un peu moins longs, les récits. Je crois qu'ils durent une vingtaine de minutes. C'est vraiment très savoureux, l'ambiance et tout. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'adore. Les Contes de la Crypte, donc, de la série des années 90. Sinon, vous pouvez lire aussi les BD. Sur Lovecraft, donc on a déjà recommandé Watanabe ou John Carpenter. On a un peu donné des références un petit peu tout au long du podcast. J'espère vraiment qu'il y aura une saison 2 et qu'on pourra revenir dans le cabinet de curiosité de Monsieur Del Toro. Tout à fait. Nico, merci et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.